L'appel de la banque Chase est arrivé un dimanche après-midi, brisant ma vie soigneusement construite. Le représentant m'a informé calmement que l'hypothèque sur ma propriété avait 2 mois de retard. Le solde impayé était de 653 000 $. J'ai senti le souffle quitter mes poumons. Je ne possédais pas de maison. Ma propre mère avait utilisé ma cote de crédit impeccable pour acheter un manoir de luxe à ma sœur paresseuse et à son mari imbu de lui-même. Quand je les ai affrontés, ma mère a simplement souri et m'a dit qu'il était de ma responsabilité de payer parce que je réussissais. Alors, j'ai souri en retour. Ce que j'ai fait ensuite a fait pâlir leur visage et a arraché le toit de leur tête. Avant de continuer cette histoire, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà dû tenir tête à une famille toxique qui sous-estimait votre valeur. Je m'appelle Nia et j'ai 35 ans. En tant qu'auditrice financière principale, j'ai passé toute ma carrière à démasquer les fraudes d'entreprise. J'ai travaillé incroyablement dur pour échapper à la dynamique toxique de mon foyer, construisant une vie réussie dans mon propre appartement. En grandissant, ma mère, Denise, a fait comprendre parfaitement que ma jeune sœur Chloé était l'enfant chéri. Chloé était choyée et protégée tandis que l'on s'attendait à ce que je porte les fardeaux les plus lourds. Ma mère prêchait toujours que la famille passait en premier, mais cette règle ne s'appliquait que lorsqu'elle profitait à Chloé. Je maintenais des contacts occasionnels par sens de l'obligation, ignorant que ma loyauté était utilisée comme une arme contre moi. C'était un dimanche ensoleillé. J'étais dans ma cuisine en train de préparer des ignames confites pour notre barbecue familial traditionnel. L'odeur de la cannelle remplissait l'air quand mon téléphone a vibré. L'identifiant de l'appelant affichait Chase Bank. J'ai répondu, supposant qu'il s'agissait d'une alerte de routine concernant ma carte de crédit. Au lieu de cela, une voix sévère a demandé Nia. Le représentant m'a informé sans détour que mon compte hypothécaire était en retard de 60 jours et que la banque préparait des procédures de saisie si je n'effectuais pas un paiement immédiatement. Je me suis figé. J'ai demandé au représentant de répéter l'adresse de la propriété. L'agent a lu une adresse dans une banlieue riche. C'était une propriété de luxe que je n'avais jamais visitée, et encore moins achetée. Mon cœur battait la chamade. J'ai demandé comment ce prêt avait été autorisé. Le représentant a déclaré que les documents de clôture avaient été signés électroniquement il y a 2 mois. J'ai réalisé avec un sentiment de malaise au ventre qu'il y a 2 mois, j'étais dans un lit d'hôpital en train de me remettre d'une appendicectomie d'urgence. J'ai demandé à l'agent de m'envoyer le dossier par courriel et j'ai raccroché. Mes mains tremblaient. J'ai ouvert mon ordinateur portable et regardé les fichiers arrivés dans ma boîte de réception. J'ai cliqué et mon sang n'a fait qu'un tour. C'était là, noir sur blanc. Mon nom complet, mon numéro de sécurité sociale et ma cote de crédit irréprochable, le tout attaché à un manoir de 653 000 $. J'ai laissé les ignames sur le comptoir, pris mes clés de voiture et conduit jusqu'à la maison de ma mère. Le trajet ressemblait à un flou de panique et de colère. Quand je suis arrivé, le jardin était bruyant de musique entraînante et de rires familiers. Le grill à charbon fumait abondamment, et le grand patio était rempli de parents inconscients profitant de l'après-midi. J'ai passé le portail latéral en bois et j'ai immédiatement vu la dynamique familiale typique se jouer devant moi. Ma mère, Denise, se tenait au-dessus du grill chaud, choisissant avec soin les morceaux de côte de porc les plus gros et les plus tendres. Elle a placé la viande sur une assiette en céramique haut de gamme et l'a apportée directement à Brad, le mari de ma sœur Chloé. Brad était un homme blanc grand et arrogant qui se vantait constamment de sa start-up technologique qui ne semblait jamais générer de profit réel. Il a pris l'assiette lourde des mains de ma mère sans même offrir un simple merci, agissant exactement comme un roi riche tenant sa cour dans un royaume qu'il n'avait pas construit. Chloé était assise confortablement à côté de lui, faisant défiler son téléphone sans réfléchir et se plaignant bruyamment à quiconque l'écoutait que l'eau de la piscine était bien trop froide à son goût. Pendant ce temps, ma mère m'a enfin repéré, debout, rigide près du portail en bois. Elle n'a pas dit bonjour ni pris la peine de demander comment s'était passée ma semaine. Au lieu de cela, elle a froncé les sourcils profondément et a immédiatement pointé son doigt vers une grande pile de vaisselle sale posée sur une table pliante. Elle m'a dit bruyamment que j'étais en retard et m'a ordonné sévèrement de commencer à débarrasser les tables encombrées avant que les invités ne demandent leur dessert. L'audace pure de sa demande m'a physiquement rendu malade. J'ai regardé la femme qui m'avait donné la vie, la femme même qui venait de me charger secrètement d'une dette frauduleuse de plus d'un demi-million de dollars, me traitant comme l'aide domestique embauchée. Je n'ai pas marché vers la vaisselle sale.
Je suis passé directement devant les parents jusqu'à la table principale du patio où ma mère, ma sœur et Brad étaient réunis. J'ai fouillé dans mon sac en cuir, j'ai sorti l'avis bancaire imprimé et je l'ai plaqué sur la table en verre. Le bruit sec a fait taire la musique provenant de l'enceinte portable à proximité. Brad a levé les yeux avec une expression agacée tandis que Chloé a levé les yeux au ciel devant mon entrée apparemment dramatique. Ma mère a jeté un coup d'œil au document officiel de la banque, l'expression de son visage changeant à peine. Elle a pris une bouchée de sa salade de pommes de terre, a mâché lentement, puis m'a regardé droit dans les yeux. Elle a soupiré lourdement comme si c'était moi qui étais complètement déraisonnable. Elle a déclaré nonchalamment qu'elle avait juste utilisé mon excellente cote de crédit pour offrir à ma sœur une belle maison où vivre. Elle m'a demandé à haute voix pourquoi je faisais une telle scène pour rien. Je suis resté là, complètement paralysé, fixant son visage froid, réalisant enfin que pour elle, ma ruine financière totale n'était qu'une petite faveur pour l'enfant qu'elle aimait vraiment. Le silence qui a suivi ces paroles a semblé plus lourd que l'air humide de l'été. Mon cerveau luttait pour traiter l'absurdité pure de ce que ma mère venait de confesser si cavalièrement. Avant même que je puisse formuler une réponse à sa déclaration incroyable, Brad s'est avancé. Il a essuyé une tache de sauce barbecue sur sa bouche avec une serviette en papier et a laissé échapper un petit rire condescendant. Il a passé une main dans ses cheveux parfaitement coiffés et m'a regardé avec une expression de légère irritation. Il m'a parlé comme si j'étais une stagiaire confuse qui l'ennuyait avec un problème trivial. Il m'a dit de baisser la voix parce qu'il y avait des invités qui essayaient de profiter de leur week-end. Il s'est ensuite appuyé contre la table du patio, croisant les bras sur son polo coûteux. Brad a expliqué calmement que sa start-up technologique révolutionnaire traversait simplement une transition temporaire de flux de trésorerie. Il a utilisé des mots comme financement de démarrage et capital risque comme si le fait de me lancer du jargon d'entreprise allait d'une manière ou d'une autre justifier le vol de mon identité. Il a affiché un sourire éclatant et arrogant et a dit que les investisseurs prenaient juste un peu plus de temps que prévu pour finaliser la prochaine levée de fonds. Il m'a regardé de haut en bas, notant mes vêtements simples de week-end. Puis il a eu l'audace absolue de me dire que puisque j'étais une auditrice principale gagnant un salaire à 6 chiffres, je pouvais facilement couvrir l'hypothèque pendant quelques mois. Il a réellement utilisé le mot couvrir comme s'il me demandait de payer son café du matin et non un paiement mensuel massif pour un domaine de 653 000 $. J'ai fixé l'homme blanc qui se tenait dans le jardin de ma mère, exigeant nonchalamment que je finance son style de vie luxueux. Le sentiment de supériorité qui émanait de lui était nauséabond. Il croyait sincèrement que mon argent durement gagné n'était qu'un filet de sécurité pour ses entreprises commerciales ratées. Il se sentait tout à fait à l'aise d'exploiter une femme noire pour maintenir son illusion de richesse et de succès. J'ai ouvert la bouche pour lui dire exactement ce que je pensais de sa fausse start-up. Mais ma sœur Chloé a décidé que c'était son tour de parler. Elle a jeté ses lunettes de soleil de créateur sur la table et m'a foudroyé du regard. Chloé a déclaré bruyamment que j'étais incroyablement égoïste et que j'essayais de gâcher sa journée spéciale. Elle a rejeté ses longs cheveux sur son épaule et a commencé à jouer la victime sur commande. Chloé a dit dramatiquement aux parents environnants que j'avais toujours été jalouse de son bonheur. Elle a dit que ce n'est pas parce que j'étais une femme célibataire aigrie qui choisissait de vivre seule avec mes feuilles de calcul que j'avais le droit de lui refuser une belle maison pour élever une future famille. Elle m'a traité de vieille fille froide qui se souciait plus d'une stupide cote de crédit que de sa propre famille. Ma mère a hoché la tête en signe d'accord, frottant doucement le dos de Chloé pour la réconforter. Les parents assis à proximité ont baissé les yeux maladroitement sur leurs assiettes, mais personne n'a dit un seul mot pour me défendre. Ils acceptaient silencieusement qu'en tant que fille célibataire ayant réussi, il était de mon devoir tacite d'absorber les erreurs financières de ma sœur chérie et de son précieux mari. Le manque de respect qui m'envahissait était étouffant. Ils s'attendaient à ce que j'avale simplement ma colère, que je paie la banque et que je m'excuse d'avoir gâché le barbecue familial. Mais ils ont oublié un détail crucial. Ils ont oublié ce que je fais réellement dans la vie. Je ne suis pas seulement une sœur ou une fille obéissante. Je suis une auditrice financière judiciaire. Toute ma carrière est basée sur la découverte de chiffres cachés, le démasquage des menteurs et la traque de la fraude financière. Le choc initial et la trahison ont commencé à s'estomper, laissant place à une clarté froide et calculatrice. Mes instincts professionnels se sont activés à plein régime. Je n'ai pas crié, je n'ai pas jeté d'objets et je ne leur ai pas donné la réaction de colère qu'ils attendaient. J'ai simplement pris une profonde inspiration et j'ai sorti ma tablette de mon sac en cuir juste là, à table.
Brad a ricané et a demandé bruyamment si j'allais vraiment vérifier mon compte bancaire au milieu d'une fête. Je l'ai ignoré complètement. J'ai tapé sur l'écran et ouvert le portail de messagerie sécurisée de la banque Chase. Le soleil de l'après-midi se reflétait sur le verre, mais j'ai protégé l'écran de ma main et téléchargé le lourd fichier numérique contenant les documents de clôture complets de la maison. Mes yeux ont parcouru rapidement le texte juridique dense, cherchant les détails spécifiques de la transaction. J'ai fait défiler la description de la propriété, les conditions du prêt et le tableau d'amortissement. J'avais besoin de voir les signatures et les sceaux notariés. Ma mère me regardait avec une expression ennuyée, croyant manifestement que, parce que la banque avait approuvé le prêt, les papiers étaient d'une certaine manière intouchables et définitifs. J'ai atteint les dernières pages de l'énorme contrat de prêt. Il y avait, sur la ligne pointillée, mon nom légal complet exécuté via une plateforme de signature électronique. J'ai regardé de près l'horodatage numérique, l'adresse IP et la date certifiée imprimée directement sous la signature falsifiée. Mon cœur a raté un bond, et une réalisation lente et glaçante m'a envahi. Le prêt avait été signé et finalisé un mardi, il y a exactement 2 mois et 4 jours. J'ai fixé cette date précise jusqu'à ce que les chiffres se gravent dans mon esprit. C'était la date exacte où j'avais été transporté d'urgence aux urgences dans une douleur atroce. C'était l'après-midi exact où j'étais inconsciente sur une table d'opération pour subir une appendicectomie d'urgence. J'étais sous sédation profonde sous anesthésie générale pendant plusieurs heures pendant que les chirurgiens retiraient mon appendice. Il n'y avait absolument aucun moyen physique ou légal pour moi d'avoir examiné, autorisé ou signé électroniquement un contrat d'hypothèque immobilière tout en étant complètement inconsciente dans une salle d'opération d'hôpital. J'avais les dossiers médicaux, les factures d'hôpital et les registres chirurgicaux pour prouver ma localisation exacte et mon état médical à la minute près où cette signature électronique a été appliquée aux documents d'hypothèque. Ma mère et Brad n'avaient pas seulement enfreint les règles pour emprunter ma cote de crédit. Ils avaient commis un vol d'identité flagrant et une fraude électronique pour obtenir une hypothèque garantie par le gouvernement fédéral. Ils avaient bêtement falsifié la signature d'une comptable publique agréée et certifiée. La gravité de leur crime était massive, et ils se tenaient devant moi en mangeant de la salade de pommes de terre, complètement inconscients des infractions fédérales qu'ils venaient de documenter. J'ai lentement verrouillé ma tablette et je l'ai remise dans mon sac. J'ai regardé Brad, qui ricanait toujours, les bras croisés. J'ai regardé Chloé bouder comme une enfant gâtée. Et j'ai regardé ma mère, qui pensait vraiment m'avoir surpassé. La peur qui m'avait serré la poitrine quelques minutes auparavant s'était complètement évanouie. Elle a été remplacée par une concentration silencieuse et dangereuse. Ils pensaient m'avoir piégé sous une montagne de dettes, mais ils venaient de me remettre la clé de leur destruction absolue. J'ai tourné le dos au patio et je suis sorti directement par le portail en bois sans dire un mot de plus. Je ne me suis pas retourné pour voir leur visage car je savais déjà à quoi ils ressemblaient. Ils ressemblaient à des gens qui pensaient avoir gagné. Au moment où j'ai démarré le moteur de ma voiture, mon téléphone vibrait déjà sans fin dans le porte-gobelet. Ma mère n'a pas perdu une seule seconde. Elle savait que j'étais furieuse, alors elle a immédiatement lancé l'ultime campagne de manipulation psychologique contre moi. Elle a utilisé les fondements même de notre communauté pour me forcer à la soumission. Elle a commencé à appeler tous les anciens de l'église et les tantes de la famille notoirement bavardes pour raconter sa propre version déformée de l'après-midi. Alors que je rentrais à mon appartement, mon écran s'est éclairé de dizaines de messages textes. Ils ne demandaient pas ma version de l'histoire. C'étaient des exigences enveloppées de culpabilité religieuse et d'obligations familiales. Tante Shirley m'a envoyé un message disant que je devrais avoir honte de moi pour avoir essayé de détruire ma propre sœur juste parce que j'étais aigri et non marié. La femme du pasteur a envoyé un long paragraphe sur la façon dont Dieu bénit ceux qui aident leur famille et me disant que j'étais complètement ingrate pour la vie que ma mère m'avait donnée. Puis sont venus les messages de mes cousins plus âgés. Ils m'ont dit de simplement payer la taxe noire comme tout le monde. Ils ont dit qu'il était de mon devoir, en tant que celle qui réussit, d'élever la famille et de protéger notre image. Ils ont même soutenu que laisser Brad perdre sa maison nous ferait tous paraître mauvais aux yeux de ses parents blancs et riches. La toxicité pure de leurs paroles me soulevait le cœur. Ils exigeaient que j'accepte une fraude d'1 demi-million de dollars juste pour maintenir les apparences pour un homme qui ne nous respectait même pas. Ils voulaient que je sacrifie ma liberté financière, mon crédit et mon avenir pour que Chloé puisse continuer à publier des photos de sa cuisine de luxe sur Internet. À leurs yeux, je n'étais pas un être humain avec mes propres rêves ou mes propres limites. J'étais simplement une ressource,
Un compte bancaire humain dont le seul but était de financer l'enfant chéri. Le terme taxe noire est souvent utilisé pour décrire le soutien financier que les professionnels noirs qui réussissent apportent à leur famille. Mais ce n'était pas du soutien. C'était un abus financier déguisé en loyauté familiale. J'ai mis mon téléphone en sourdine et je l'ai jeté sur le siège passager. Je les ai laissés parler. Je les ai laissés répandre leurs mensonges et me peindre comme la méchante de l'histoire. Ils n'avaient aucune idée que leurs empreintes numériques et leurs messages agressifs ne faisaient qu'ajouter des preuves à mon dossier grandissant. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assise à ma table à manger avec une tasse de café noir, examinant chaque scénario possible avec mon esprit analytique. La signature électronique était la preuve irréfutable, mais je devais comprendre les mécanismes exacts de la façon dont ils avaient contourné les protocoles de sécurité de la banque. Une hypothèque de cette taille nécessitait une vérification d'identité rigoureuse. Ils avaient besoin de plus que mon simple numéro de sécurité sociale pour conclure l'achat d'une maison. Ils avaient besoin d'une autorisation légale pour signer en mon nom, d'autant plus que j'étais couché dans un lit d'hôpital au moment de la clôture. Le lundi matin est arrivé avec une forte averse de pluie. Je me suis habillé dans mon tailleur le plus élégant, celui que je réservais habituellement aux audits d'entreprises de haut niveau. J'ai conduit directement à l'agence principale de la banque Chase au centre-ville, contournant complètement l'agence locale du quartier de ma mère. J'ai franchi les lourdes portes vitrées et j'ai marché directement vers le bureau du directeur de l'agence. Je me suis présenté comme comptable public agréé et j'ai présenté ma pièce d'identité délivrée par l'État ainsi que ma licence professionnelle. Ma voix était dangereusement calme, mais portait une autorité qui a immédiatement fait se redresser le directeur. Je l'ai informé qu'une hypothèque frauduleuse avait été ouverte à mon nom et j'ai exigé la remise immédiate du dossier physique original. Le directeur de l'agence a pâli et a tapé nerveusement sur son clavier. Il a essayé de m'offrir des platitudes d'entreprise et a suggéré d'ouvrir un ticket d'enquête pour fraude standard qui prendrait de 30 à 60 jours à traiter. Je me suis penché sur son bureau et j'ai expliqué doucement les sanctions fédérales pour une banque facilitant la fraude électronique et le vol d'identité. Je lui ai dit que si le dossier complet n'était pas entre mes mains dans les 5 prochaines minutes, mon prochain arrêt serait le Bureau fédéral d'enquête, FBI, et que je l'inscrirais personnellement comme témoin non coopératif. Il a dégluti difficilement, s'est levé et a pratiquement couru vers la salle d'archivage sécurisée. Quelques minutes plus tard, il est revenu avec un épais dossier de couleur manille et l'a placé sur le bureau entre nous. Je me suis assise et j'ai ouvert le dossier. J'ai passé les demandes de prêt standard et les évaluations immobilières. Mes yeux ont parcouru les piles denses de papier, cherchant l'instrument juridique spécifique qui permettait à ma mère d'agir en tant que ma mandataire. À la moitié de la pile, je l'ai trouvé. Une seule feuille de papier de luxe qui m'a coupé le souffle. C'était un document de procuration générale accordant à Denise le droit légal de signer des contrats financiers en mon nom. Le tampon du notaire était récent, mais la mise en forme originale du document semblait étrangement familière. J'ai lu les petits caractères et les dates, et les souvenirs sont revenus en masse. Il y a 10 ans, quand j'étais une étudiante fauchée étudiant dans un autre État, j'avais donné à ma mère une procuration limitée pour régler un problème mineur avec mes prêts étudiants parce que je ne pouvais pas rentrer à la maison par avion. Elle avait gardé ce morceau de papier vieux d'une décennie. Elle l'avait pris, l'avait scanné numériquement, avait modifié les clauses spécifiques pour en faire une procuration générale, puis avait payé un notaire local corrompu pour y apposer un tampon avec une date actuelle. Ma propre mère avait soigneusement orchestré une falsification légale préméditée. Elle n'avait pas simplement pris une mauvaise décision spontanée. Elle avait méthodiquement prévu de m'asservir à la dette. J'ai fixé la signature falsifiée sur le document de procuration et un sourire froid s'est lentement dessiné sur mon visage. Le directeur de l'agence m'a demandé si j'allais bien. J'ai soigneusement replacé le document dans le dossier et j'ai hoché la tête. J'allais plus que bien. Ma mère pensait être un génie jouant aux échecs, mais elle venait de me remettre un crime fédéral emballé dans un joli paquet. Je ne me suis pas arrêté à la procuration. Ma curiosité professionnelle était totalement éveillée et l'auditrice en moi a pris le contrôle complet de la situation. J'ai demandé au directeur de l'agence de m'apporter la section de souscription du dossier. J'avais besoin de voir exactement comment ce prêt massif avait été approuvé. Une hypothèque de 653 000 $ nécessite une vérification sérieuse des revenus. Ma cote de crédit était excellente, mais le crédit seul ne permet pas d'obtenir un prêt de cette ampleur sans une preuve substantielle de revenus élevés et réguliers. Ma mère est à la retraite avec une pension fixe, et Chloé travaille à temps partiel dans une boutique.
Le seul qui était censé avoir un revenu réel était Brad avec sa start-up technologique imaginaire. Je suis allé aux divulgations financières et aux documents fiscaux soumis aux souscripteurs. Mes yeux ont parcouru les pages imprimées, et ce que j'ai vu a glacé mon sang. Ils n'avaient pas seulement utilisé mon nom comme garant silencieux. Ils avaient soumis un ensemble complet de documents financiers fabriqués à l'administration fédérale du logement, FHA. J'ai fixé les formulaires W2 inclus dans le dossier. Ils étaient parfaitement formatés avec des numéros d'identification de l'employeur et des logos d'entreprise officielle. Mais l'entreprise répertoriée sur les formulaires n'était pas une entreprise écran au hasard. C'était mon propre employeur. Brad avait réellement soumis de faux formulaires W2 affirmant qu'il était un consultant principal hautement rémunéré au sein même du cabinet de comptabilité financière où je suis auditrice principale. L'audace absolue de son mensonge était stupéfiante. Il avait généré de fausses fiches de paie montrant un salaire mensuel massif déposé sur un compte joint que ma mère avait ouvert frauduleusement en utilisant cette fausse procuration. Il avait même eu le culot d'inscrire mon propre chef de département comme son superviseur direct sur le formulaire de vérification de l'emploi. Sachant pertinemment que la banque appelle rarement les services des ressources humaines des grandes entreprises pour une vérification verbale si les documents numériques semblent assez convaincants. Il a utilisé ma réputation professionnelle et mes affiliations d'entreprise pour faire valider son prêt fédéral. Il n'a pas seulement volé une maison. Il a commis une fraude électronique agressive, un vol d'identité et une usurpation d'identité d'entreprise. Il entraînait mon cabinet respecté dans son montage illégal et désordonné. J'ai ressenti une soudaine poussée d'adrénaline pure mélangée à un intense outrage professionnel. Brad pensait être un génie absolu pour avoir déjoué le système bancaire, mais il avait laissé une trace de preuve si épaisse que c'en était presque risible. Les faux formulaires W2 étaient amateurs après une inspection minutieuse. Les pourcentages de retenue d'impôt d'État étaient mathématiquement incorrects pour notre tranche d'imposition. Un algorithme bancaire automatisé pourrait facilement manquer l'écart, mais une auditrice judiciaire humaine le repérerait immédiatement. Je l'ai repéré en moins de 60 secondes. J'ai levé les yeux vers le directeur de l'agence qui surveillait nerveusement chacun de mes mouvements de l'autre côté du bureau. Je lui ai demandé calmement de faire des copies certifiées de l'intégralité du dossier de souscription, y compris la procuration falsifiée, les fausses fiches de paie et les formulaires W2 fabriqués. Je lui ai ordonné de tamponner chaque page comme étant une copie fidèle et exacte des registres originaux de la banque. Il n'a pas osé discuter. Il a pris l'épaisse pile de papier et a pratiquement couru vers la photocopieuse derrière la cloison vitrée. Il savait que son agence avait complètement échoué dans son devoir de diligence de base en approuvant ses ordures, et il était terrifié à l'idée d'être nommé dans l'inévitable mise en accusation fédérale. 10 minutes plus tard, il m'a remis une enveloppe lourde remplie des copies certifiées de leur destruction absolue. Je l'ai remercié froidement et lui ai dit que mon conseiller juridique prendrait contact avec le bureau de conformité de la banque très bientôt. J'ai glissé l'enveloppe lourde en toute sécurité sous mon bras et je me suis détourné de son bureau. Mon esprit tournait avec 1000 calculs différents. Je calculais les peines de prison, les amendes fédérales et le calendrier précis requis pour faire s'effondrer leur empire fictif. Ils m'avaient forcé à porter leur fardeau toute ma vie, mais cette fois, ils avaient gravement sous-estimé à qui ils avaient affaire. J'ai poussé les lourdes portes vitrées de la banque et suis sorti dans l'air humide de l'après-midi. La pluie s'était calmée pour devenir une légère bruine, laissant l'asphalte sombre et glissant. J'ai pris une profonde inspiration d'air frais, me sentant plus puissante que je ne l'avais été depuis des années. J'ai commencé à marcher dans le parking vers ma berline gris foncé. Mon esprit rédigeait déjà un courriel aux autorités fédérales. Mais alors que j'approchais de ma place de stationnement, mes pas se sont arrêtés net. Le sentiment de puissance s'est évaporé instantanément, remplacé par une vive pointe de tension. Là, debout au milieu du parking mouillé, se trouvait Brad. Il appuyait nonchalamment tout le poids de son corps contre la porte conducteur de ma voiture, les bras croisés sur sa poitrine. La pluie vaporisait légèrement sa veste coûteuse, mais il ne semblait pas s'en soucier. Alors que je m'approchais, il a incliné la tête et un sourire lent et menaçant s'est dessiné sur son visage. Il m'attendait. La pluie continuait de tomber en une brume fine et froide alors que je réduisais la distance entre nous. Brad n'a pas bougé de la porte de ma voiture. Il est resté planté là, les bras croisés, l'air beaucoup trop satisfait de lui-même. Il portait un blazer bleu marine sur mesure qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, et ses chaussures de créateur s'abîmaient dans les flaques d'eau, mais il ne semblait pas s'en soucier. Il m'avait traqué.
Il s'était probablement douté que j'irais directement à l'agence principale après la scène que j'avais faite au barbecue familial. Il voulait m'intercepter avant que je ne puisse causer de réels dommages à son petit château de cartes. Je me suis arrêté à quelques mètres de lui, serrant l'enveloppe lourde de documents bancaires certifiés contre mon flanc. Je l'ai regardé avec une expression totalement vide. Je n'ai pas crié à l'aide et je n'ai pas exigé qu'il bouge. Je lui ai simplement demandé ce qu'il voulait. Brad a gloussé doucement et s'est détaché du métal mouillé de la portière de ma voiture. Il a fait un pas lent et délibéré vers moi, envahissant mon espace personnel dans une tactique d'intimidation classique. Il a baissé la voix pour un murmure conspirateur, abandonnant complètement le faux personnage de beau-frère amical qu'il portait toujours en présence de ma mère. Il m'a dit que je devais me calmer et réfléchir à la situation globale avant de faire quelque chose d'incroyablement stupide. Il a jeté un coup d'œil à l'enveloppe sous mon bras et a hoché la tête. Il a dit qu'il savait exactement ce que j'avais là-dedans et qu'il savait exactement ce que j'envisageais de faire. Il m'a dit qu'aller voir la police serait la plus grande erreur de toute ma vie. J'ai gardé un visage entièrement neutre et je lui ai demandé pourquoi dénoncer un crime fédéral serait une erreur. Je lui ai dit que la fraude électronique, le vol d'identité et la falsification de documents fédéraux du logement entraînaient des peines de prison obligatoires. Je lui ai dit qu'il allait perdre la maison et sa liberté. Brad a rejeté la tête en arrière et a ri. C'était un rire franc et sonore qui a résonné dans les sections vides du parking. Il m'a regardé comme si j'étais une enfant naïve qui ne comprenait pas comment le monde réel fonctionnait. Il s'est approché encore plus près jusqu'à ce que je puisse sentir son eau de Cologne coûteuse, masquant l'odeur de la fumée du barbecue sur ses vêtements. Il s'est penché légèrement pour être juste devant mon visage. Il m'a demandé si je pensais honnêtement que quelques flics locaux ou des enquêteurs de la banque allaient prendre mon parti. Il a exposé lentement et délibérément sa version déformée de la réalité. Il m'a rappelé que la banque avait approuvé le prêt parce que les documents étaient impeccables. Il m'a rappelé que ma mère, la femme qui m'avait élevé, était celle qui avait présenté la procuration. Il a dit que si j'allais voir les autorités, il leur dirait simplement que j'étais dans le coup depuis le tout début. Il prétendrait que je leur avais donné la procuration spécifiquement pour les aider à obtenir le prêt et que je ne faisais une crise maintenant que parce que je voulais une part de la valeur nette. Je l'ai fixé, ressentant un profond dégoût brûlant. Il misait sur les préjugés systémiques profonds du monde pour le protéger. Il m'a regardé droit dans les yeux et a proféré son ultime menace. Il a ricané et m'a demandé exactement qui, selon moi, la police allait croire. Il a demandé s'ils allaient croire un entrepreneur blanc prospère avec une maison toute neuve de 653 000 $ ou une femme noire mécontente qui croulait sous une dette massive et essayait de blâmer sa propre famille pour sa ruine financière. Il a affiché un sourire cruel et m'a dit que le système était construit pour protéger les gars comme lui et pour écraser les gens comme moi. Mais il ne s'est pas arrêté là. Brad savait exactement ce qui comptait le plus pour moi. Alors, il a visé directement la gorge. Il a mentionné ma carrière. Il a expliqué calmement qu'au moment où je déposerais une plainte officielle à la police, il y aurait une enquête juridique massive. Il m'a rappelé qu'il avait utilisé mon cabinet de comptabilité d'entreprise sur ses faux formulaires W2. Il a dit que mon cabinet serait entraîné dans une enquête fédérale pour fraude à cause de mon drame familial personnel. Il m'a dit que les services de conformité des entreprises ne se soucient pas de qui a raison ou tort. Ils ne se soucient que du risque. Il m'a promis que le jour où l'enquête s'ouvrirait, mon cabinet me mettrait en congé administratif sans solde. Il a dit que le Conseil d'État de la comptabilité suspendrait immédiatement ma licence de comptable public certifié en attendant l'issue du procès pénal. Il a souri et a dit que je perdrais mon emploi, ma réputation et ma licence en un seul après-midi. Il m'a dit que je me retrouverais avec absolument rien pendant qu'il embrouillerait l'affaire au tribunal pendant des années, en utilisant l'équité de la maison pour payer ses avocats hors de prix. Il a tendu la main et m'a tapoté l'épaule de manière condescendante. Il m'a dit de simplement être une bonne sœur. Il m'a dit de rentrer chez moi, de payer l'hypothèque pendant quelques mois jusqu'à ce que sa fausse start-up obtienne son financement imaginaire, et de garder ma bouche complètement fermée. Il a dit que si je jouais le jeu, il pourrait même m'inviter à dîner pour la fête de l'Action de grâce dans ma propre maison. Brad s'est écarté de ma voiture, l'air incroyablement suffisant. Il croyait vraiment qu'il m'avait fait échec et mat au milieu d'un parking mouillé. Il m'a adressé un dernier salut moqueur, s'est retourné et s'est éloigné sur l'asphalte glissant, riant doucement pour lui-même en se dirigeant vers son propre véhicule de luxe. Il pensait m'avoir paralysé de peur.
Il pensait que ces menaces m'avaient acculé dans un coin où ma seule option était la soumission totale. Je l'ai regardé s'éloigner jusqu'à ce qu'il atteigne sa voiture. Je n'ai pas tremblé et je n'ai pas pleuré. J'ai sorti mes clés de voiture de ma poche, déverrouillé la portière et me suis glissé sur le siège du conducteur. L'intérieur de la voiture était calme et sec. J'ai verrouillé les portes et placé la lourde enveloppe de documents bancaires avec précaution sur le siège passager. Puis, j'ai plongé profondément la main dans la poche de mon blazer sur mesure. Mes doigts se sont refermés autour du métal lisse de mon smartphone. Je l'ai sorti et j'ai regardé l'écran lumineux et brillant. L'application d'enregistrement vocal était ouverte et le minuteur rouge tournait silencieusement, affichant plus de 7 minutes d'enregistrement audio haute définition d'une clarté cristalline. J'avais commencé l'enregistrement au moment où je l'avais vu appuyer contre la portière de ma voiture. Je savais exactement quel genre d'homme arrogant était Brad, et je savais qu'il ne pourrait pas résister à l'envie de se vanter de sa prétendue supériorité s'il pensait que nous étions complètement seuls. Il venait d'expliquer explicitement son plan de mentir aux autorités fédérales, d'admettre sa connaissance des documents frauduleux, et de faire du chantage verbal à un témoin fédéral, tout en insultant ma race et ma profession. J'ai appuyé sur le carré rouge pour arrêter l'enregistrement. J'ai rapidement sauvegardé le fichier audio, en le renommant « Brad Parking Law Confession », et je l'ai immédiatement téléchargé sur 2 serveurs cloud sécurisés distincts. Je me suis adossé contre l'appui tête en cuir, j'ai regardé l'enveloppe de preuves posée à côté de moi et j'ai souri. Je suis sorti du parking de la banque et j'ai roulé directement jusqu'à mon appartement. Le sourire sur mon visage s'est lentement transformé en un masque de pure concentration. Brad pensait m'avoir terrifié, mais tout ce qu'il avait vraiment fait était de me donner le plan exact de ses faiblesses. Il supposait que j'étais juste une gratte-papier qui traitait des chiffres pour les déclarations fiscales des entreprises. Il n'avait aucune idée que la comptabilité judiciaire est essentiellement une chasse financière et que j'étais sur le point de le traquer jusqu'au bout. Au moment où j'ai franchi ma porte d'entrée, j'ai verrouillé le verrou de sécurité et jeté mes clés sur le comptoir. Je ne me suis pas donné la peine d'allumer la télévision ou de préparer le dîner. Je suis allé directement dans mon bureau à domicile et j'ai démarré ma station de travail principale. J'ai pris la grosse enveloppe de documents bancaires certifiés et j'ai étalé chaque page sur mon grand bureau en bois. J'ai préparé une nouvelle cafetière de café noir fort et j'ai attaché mes cheveux. Il était temps de se mettre au travail. La première étape consistait à identifier l'entité corporative exacte que Brad utilisait pour canaliser son prétendu revenu. J'ai examiné attentivement les documents fabriqués et les relevés bancaires que ma mère avait fournis aux souscripteurs. C'était là, une société à responsabilité limitée appelée Apex Digital Venture. Brad s'était toujours vanté lors des dîners de famille de la façon dont Apex allait révolutionner l'industrie technologique. J'ai accédé au registre des entreprises de l'État et j'ai effectué une recherche approfondie sur le nom de la société. Pendant 3 nuits consécutives, j'ai à peine dormi. Mon appartement était silencieux, à l'exception du cliquetis rapide de mon clavier et des gorgées occasionnelles de café tiède. J'ai utilisé tous les outils logiciels d'enquête et les bases de données publiques auxquelles j'avais accès au cours de ma carrière longue de 10 ans. J'ai extrait les déclarations fiscales publiques, les licences commerciales et les registres d'enregistrement des fournisseurs. J'ai commencé à suivre les miettes numériques que Brad avait si négligemment laissées derrière lui. Il était incroyablement arrogant, mais il n'était pas très intelligent quand il s'agissait de couvrir ses traces numériques. Dès la 2e nuit, l'image immaculée de sa start-up technologique révolutionnaire a commencé à se défaire complètement. Apex Digital Venture n'avait pas un seul produit logiciel légitime sur le marché. Il n'avait ni brevet, ni marque déposée, ni client réel dans le secteur technologique. Au lieu de cela, la société recevait d'énormes virements mensuels provenant d'un réseau complexe de comptes à l'étranger et de sociétés de capital investissement obscures. Ces virements étaient immédiatement décomposés en montants plus petits et transférés via diverses sociétés écrans domestiques avant d'être versés à Brad sous forme d'honoraires de consultation. J'ai fixé les tableaux que j'avais construits sur mes 2 moniteurs. Mes yeux étaient injectés de sang et mon dos me faisait mal, mais l'adrénaline qui courait dans mes veines me gardait parfaitement éveillé. Le schéma était aveuglément évident pour quiconque était formé à le repérer. Brad n'était pas un entrepreneur technologique obtenant du capital risque. C'était un intermédiaire glorifié qui dirigeait une opération classique de blanchiment d'argent. Il prenait de l'argent sale provenant d'investisseurs offshore louches, le faisait transiter par une structure corporative fictive pour le faire paraître propre, puis utilisait cet argent propre pour financer son style de vie somptueux et son faux salaire.
Pendant que ma sœur Chloé était occupée à poster des photos de son style de vie de luxe et de ses tenues de créateur sur les réseaux sociaux, son mari jouait un jeu dangereux avec les réglementations financières fédérales. Il avait utilisé le même faux salaire provenant de son opération illicite pour qualifier le prêt hypothécaire massif que ma mère avait frauduleusement placé sous mon nom. La colère qui couvait en moi s'est transformée en une précision froide et calculée. J'ai passé la 3e nuit entière à documenter chaque transfert frauduleux. J'ai recoupé les dates des virements avec les dépôts figurant dans le dossier de souscription de l'hypothèque. J'ai construit un dossier financier hermétique qui reliait directement son financement offshore illégal au prêt bancaire qu'il avait volé en utilisant mon identité. Au moment où le soleil commençait à se lever le 4e matin, projetant une lumière bleu pâle dans mon bureau à domicile, j'ai atteint la dernière couche de ces déclarations corporatives. J'ai ouvert les articles officiels de constitution et la licence commerciale de l'État pour Apex Digital Venture. Je devais voir qui était l'agent enregistré et où les opérations commerciales principales étaient légalement situées. Le document s'est chargé sur mon écran et je me suis penché pour lire les petits caractères. J'ai arrêté de respirer pendant une fraction de seconde. Mes yeux ont parcouru rapidement l'adresse physique indiquée sous le lieu principal des affaires. Ce n'était pas une suite de bureaux commerciaux en centre-ville. Ce n'était pas un espace de coworking ni une boîte postale virtuelle. Le siège social officiel enregistré pour toute son opération fédérale de blanchiment d'argent était une propriété résidentielle. C'était exactement la même propriété de luxe située dans la banlieue riche. Brad avait enregistré sa société écran illégale à la maison de $653 000. La maison qui était légalement hypothéquée sous mon numéro de sécurité sociale, la maison qui était parfaitement à mon nom. Il menait des crimes financiers fédéraux à partir d'une propriété que je possédais légalement. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai laissé échapper un long souffle lent. Il venait de me remettre l'arme ultime. J'ai tendu la main vers mon téléphone, posé sur le bord du bureau, ayant besoin d'un moment pour assimiler l'ampleur de ce que je venais de découvrir. Dès que l'écran s'est allumé, une notification est apparue tout en haut. Chloé diffusait en direct à ses milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Mon pouce a hésité au-dessus de la notification pendant une seconde avant que je ne l'ouvre. L'écran lumineux s'est rempli du visage rayonnant de ma sœur. Elle se tenait au centre d'une immense cuisine à concept ouvert, tenant un verre de champagne coûteux. Chloé a tourné lentement sur elle-même, s'assurant que la caméra capturait chaque angle de la pièce. Elle a poussé un cri de joie en désignant les comptoirs en marbre italien importés et les appareils électroménagers sur mesure. Elle a regardé directement la caméra et a dit à ses spectateurs que tous ses rêves se réalisaient enfin. Elle a ri et parlé de la façon incroyablement dure dont son mari Brad travaillait sur sa start-up technologique. Elle l'a appelé un visionnaire et a dit que Dieu bénissait vraiment leur famille avec l'abondance. J'ai regardé sa parade dans la cuisine, touchant les surfaces lisses et se vantant des luminaires coûteux qu'elle avait choisis personnellement. Le niveau de délire était absolument stupéfiant. Elle se tenait à l'intérieur d'une maison achetée avec une identité volée, exhibant une cuisine financée par une opération de blanchiment d'argent illégal. Elle se vantait publiquement d'un style de vie entièrement construit sur mon score de crédit volé et l'entreprise criminelle de son mari. Elle ne se souciait pas de la manière dont cette maison avait été acquise tant qu'elle avait le décor parfait pour ses vidéos internet. Elle avait l'air incroyablement suffisante et intouchable, enveloppée dans une bulle de richesse volée. Pendant un bref instant, une vague de colère pure m'a submergé. Je voulais taper la vérité directement dans le chat en direct pour que tous ses abonnés la voient. Je voulais briser sa façade numérique parfaite et exposer la laide réalité cachée derrière ses comptoirs en marbre. Mais l'auditrice judiciaire en moi savait qu'il valait mieux ne pas le faire. Les exposer sur les réseaux sociaux leur donnerait seulement une chance de détruire les preuves et de s'enfuir. Pour exécuter mon plan à la perfection, je devais les laisser se sentir complètement en sécurité. Je devais les laisser croire qu'ils avaient gagné la guerre. Je devais nourrir leurs égos massifs jusqu'à ce qu'ils soient complètement aveugles au piège qui se refermait autour d'eux. J'ai fermé l'application de réseaux sociaux et ouvert mes messages textes. J'ai fait défiler jusqu'à la conversation avec ma mère. Son dernier message était encore là depuis dimanche, me disant d'arrêter d'être difficile et de simplement être une bonne sœur. J'ai pris une profonde inspiration, me forçant à ravaler ma fierté, et j'ai tapé une réponse soigneusement rédigée. Je lui ai dit que j'avais réfléchi à ce que Brad avait dit dans le parking. J'ai tapé que je ne voulais pas détruire la famille à cause de l'argent et que j'acceptais de payer l'hypothèque ce mois-ci afin que Brad puisse se concentrer sur sa start-up.
Mais j'ai ajouté une condition en disant que nous avions désespérément besoin de nous asseoir et de discuter de certaines limites sérieuses à l'avenir. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai jeté le téléphone sur mon bureau. Jouer le rôle de la fille soumise et vaincue avait un goût de cendre dans ma bouche, mais c'était absolument nécessaire. J'ai regardé l'indicateur de saisie apparaître presque immédiatement sur l'écran. Ma mère était rapide. Elle n'a même pas attendu une minute complète pour répondre. Mon téléphone a vibré et son message a illuminé la pièce sombre. Elle ne m'a pas remercié. Elle ne s'est pas excusée pour l'énorme fardeau financier qu'elle venait de faire peser sur mes épaules. Elle a envoyé un texto avec un emoji smiley jaune brillant. Elle a écrit qu'elle avait toujours su que je finirais par revenir à la raison et par faire ce qu'il fallait pour mon sang. Elle m'a dit d'arrêter d'être si dramatique à propos des limites parce que la famille est la famille. Puis elle a ajouté l'insulte finale. Elle m'a dit nonchalamment que puisque je me comportais enfin correctement, je devrais venir ce week-end pour aider à préparer et servir la nourriture à la fête de pendaison de crémaillère de Chloé Grand ou Swarming Party. Elle m'a explicitement dit de porter des chaussures confortables parce qu'il y aurait beaucoup d'invités riches à servir et qu'ils avaient besoin de moi dans la cuisine. J'ai fixé le message texte lumineux, lisant les mots encore et encore. Ils croyaient vraiment que j'étais juste une marche pour leur succès. Ils voulaient que je paie pour la maison et que je joue ensuite le rôle de la servante humble pour leurs amis riches. J'ai lentement ramassé mon téléphone et tapé une réponse d'un seul mot, OK. J'ai verrouillé l'écran et je suis retourné à mes 2 moniteurs. Ils voulaient une fête de pendaison de crémaillère. J'allais leur offrir un week-end qu'ils n'oublieraient jamais. Je me suis réveillé tôt le lendemain matin en me sentant plus énergisé que je ne l'avais été depuis des semaines. L'épuisement de 3 jours de comptabilité judiciaire avait complètement disparu. J'ai soigneusement rassemblé les documents bancaires imprimés, les journaux de virements offshore et les fichiers du registre des entreprises de l'État. J'ai tout placé à l'intérieur d'une épaisse mallette en cuir. Ma mère pensait que je passais la journée à me préparer pour servir de la nourriture à la fête de son précieux enfant doré. Au lieu de cela, je roulais vers le centre-ville pour rencontrer l'un des avocats en immobilier les plus impitoyables de la ville. Son nom était Monsieur Sterling. Il avait la réputation de déchirer les contrats frauduleux et de détruire complètement ses adversaires au tribunal. Son bureau était au 40e étage d'un immeuble de verre élégant surplombant le quartier financier. Quand je suis entré dans sa salle de conférence, il était assis en tête d'une immense table en acajou. Il n'a pas offert de politesse chaleureuse ni perdu de temps en bavardage. Il a simplement désigné la chaise en cuir vide en face de lui et demandé à voir le dossier. Je me suis assise et j'ai ouvert ma mallette. J'ai fait glisser la lourde pile de documents bancaires certifiés sur le bois poli. J'ai expliqué la situation en termes clairs et cliniques. Je lui ai parlé de la procuration falsifiée, des formulaires W2 fabriqués provenant de mon propre cabinet de comptabilité d'entreprise, et de l'hypothèque de $653 000 qui se trouvait directement à mon nom. Je lui ai également remis le registre des entreprises, montrant que mon beau-frère utilisait la propriété comme siège social pour une société écran liée au blanchiment d'argent offshore. Monsieur Sterling a écouté dans un silence complet. Ses yeux ont parcouru les pages, absorbant les données financières avec la même vitesse prédatrice que moi. Il a feuilleté la demande de prêt, les faux bulletins de paie, et enfin l'acte de propriété lui-même. Il s'est arrêté en arrivant à la dernière page de l'acte. Il l'a lu une fois, puis une seconde fois. Lentement, un large sourire sincère s'est étendu sur son visage. Ce sourire s'est rapidement transformé en un rire profond et retentissant qui a résonné sur les murs de verre de la salle de conférence. Je suis restée assise là, légèrement confuse, regardant un avocat d'entreprise très bien payé rire de manière incontrôlable devant mon identité volée. Il a enlevé ses lunettes de lecture et essuyé une larme au coin de son œil. Il m'a regardé et a secoué la tête d'un air d'incrédulité absolue. Il m'a dit que dans toutes ces années de pratique du droit immobilier, il n'avait jamais vu des criminels aussi incroyablement stupides. Sterling s'est penché en avant et a tapoté son stylo coûteux directement sur l'acte de propriété. Il a expliqué exactement ce que ma mère et Brad avaient fait. Il a dit que parce que Brad n'avait absolument aucun historique de crédit légitime et un emploi fictif, il savait que le logiciel de souscription bancaire signalerait la demande si son nom apparaissait quelque part près du titre principal. Pour éviter de déclencher des alertes de fraude pendant le processus d'approbation bancaire automatisé, ils avaient dû garder la demande complètement propre. Ainsi, ils avaient utilisé la procuration falsifiée pour exécuter toute la transaction exclusivement à mon nom. Il a repoussé l'acte de l'autre côté de la table pour que je puisse le voir clairement.
Il a désigné la clause de propriété. Il m'a dit que Brad et Chloé n'étaient pas inscrits comme co-signataires. Ils n'étaient pas inscrits comme tenants in common. Ils n'étaient pas sur l'acte en aucune capacité légale que ce soit. Pour obtenir le prêt en utilisant mon excellent score de crédit, ma mère m'avait involontairement rendu la seule propriétaire légale du domaine de $650 000. Mon cœur battait contre mes côtes alors que la réalité de ces paroles s'imprégnait en moi. M. Sterling a souri, un sourire tranchant comme un rasoir. Il m'a dit que Brad pensait avoir réussi le vol ultime, mais à cause de sa propre avidité et de son arrogance, il avait en réalité acheté une luxueuse demeure entièrement pour moi. Légalement parlant, Brad et Chloé n'avaient aucun droit sur la propriété. Ils n'étaient pas propriétaires, et ils n'avaient même pas de bail valide. Aux yeux de la loi, ils n'étaient rien de plus que des squatteurs non autorisés qui violaient illégalement ma propriété privée. Monsieur Sterling s'est adossé à sa chaise en cuir et a croisé les mains. Il a dit que nous avions deux voies très distinctes à suivre. La première était un procès civil traditionnel. Il pouvait déposer une injonction, contacter le procureur de district, et traîner Brad et ma mère devant un tribunal civil pour se battre sur les documents frauduleux. Il m'a averti que cette voie prendrait des mois de bataille juridique fastidieuse, et que Brad essaierait probablement de retarder la procédure en déposant des contre-demandes bidons pour épuiser mes ressources financières. Puis M. Sterling s'est penché à nouveau, ses yeux complètement fixés sur les miens. Il a dit qu'il y avait une seconde option, beaucoup plus rapide. Il m'a dit que, en tant que seul propriétaire légal avec mon nom seul sur le titre, je possédais un contrôle absolu et unilatéral sur l'actif physique. Je n'avais pas besoin de leur permission pour changer les serrures et je n'avais certainement pas besoin de leur permission pour disposer de la propriété. Il m'a posé une seule question qui dicterait entièrement le sort de ma famille. Il m'a demandé si je voulais passer l'année prochaine à les poursuivre en justice ou si je voulais simplement vendre la maison juste sous leur nez. La pure brillance de la seconde option m'a submergé. Je n'avais pas besoin de les combattre au tribunal pour une maison que je n'avais jamais voulu. Je possédais légalement l'actif. J'avais le droit absolu de le liquider immédiatement sans leur connaissance ni leur consentement. J'ai pensé à ma sœur qui se vantait sur Internet de sa cuisine en marbre italien. J'ai pensé à Brad debout sous la pluie en train de menacer ma carrière et de se moquer de ma race. J'ai pensé à ma mère qui m'ordonnait de servir à manger à leurs invités riches pendant que je me noyais secrètement dans l'énorme dette qu'elle avait créée pour moi. J'ai regardé M. Sterling directement dans les yeux. Ma voix était remarquablement stable et complètement dépourvue de toute sympathie. Je lui ai dit que je ne voulais pas gaspiller une seconde de plus de ma vie assise dans une salle d'audience avec ces gens. Je lui ai dit de préparer les documents. J'ai choisi de vendre la maison. Monsieur Sterling n'a pas perdu une seule seconde après avoir entendu ma décision. Il a décroché son lourd téléphone de bureau et a immédiatement commencé à passer des appels. Il m'a expliqué que mettre la maison de luxe sur le marché immobilier traditionnel prendrait beaucoup trop de temps et nécessiterait des visites intérieures, ce qui alerterait évidemment Brad et Chloé de notre plan. Au lieu de cela, il a recommandé une grande société d'investissement immobilier corporatif qui se spécialisait dans l'achat de propriétés entièrement en espèces. Ces acheteurs institutionnels ne se souciaient pas de la mise en scène du salon ni d'organiser des portes ouvertes le week-end. Ils se souciaient d'algorithmes, de données de localisation et de transactions financières rapides. En moins de 20 minutes, il avait un directeur des acquisitions senior au téléphone, regardant les détails de la propriété dans la base de données locale. L'acheteur corporatif s'est montré très intéressé immédiatement. La maison était située dans un quartier suburbain haut de gamme avec des valeurs immobilières en forte hausse. La seule condition qu'ils avaient pour une offre en espèces accélérée était une expertise visuelle extérieure pour confirmer l'intégrité structurelle du toit et des fondations en béton. Mon cœur a légèrement accéléré face à cette exigence. Si un expert immobilier corporatif se présentait en prenant des photos de la propriété pendant que Brad se tenait dans l'allée, son esprit criminel paranoïaque comprendrait immédiatement ce qui se passait. J'avais besoin que la maison soit complètement vide pour que l'expertise se déroule sans accroc et discrètement. Heureusement, ma sœur Chloé avait une obsession absolue pour diffuser son emploi du temps quotidien sur tout Internet. J'ai sorti mon téléphone et j'ai accédé à ses stories sur les réseaux sociaux juste là dans la salle de conférence. Au bon moment, elle venait de poster un emploi du temps détaillé de son après-midi du jeudi à venir. Elle était réservée pour un massage profond luxueux et un soin du visage sur mesure dans un spa haut de gamme du centre-ville. Elle avait même tagué son mari Brad,
se plaignant qu'il la laissait seule tout l'après-midi pour assister à un événement de réseautage exclusif pour sa start-up technologique. J'ai regardé de l'autre côté de la table en acajou Monsieur Sterling et lui ai dit que jeudi après-midi la maison serait complètement vide. Quand jeudi est arrivé, j'étais assise à mon bureau dans le cabinet de comptabilité d'entreprise, faisant semblant d'examiner des dossiers d'audit de routine pendant que mon estomac se tordait d'anticipation nerveuse. J'ai regardé l'horloge sur mon moniteur d'ordinateur sans relâche. À exactement 14 heures, Monsieur Sterling m'a envoyé un message sécurisé crypté. L'expert immobilier corporatif était passé. Il avait fait le tour de la maison et fait voler un petit drone au-dessus du toit pour inspecter les bardeaux. Personne n'était à la maison. Le quartier était calme et toute l'inspection avait pris moins de 15 minutes. La maison a passé leur algorithme haut la main et l'expert était déjà parti avant même que Chloé ait terminé son massage. Le vendredi matin, l'offre officielle en espèces se trouvait dans ma boîte de réception. C'était un délai incroyablement agressif, même pour un acheteur corporatif massif. Mais Monsieur Sterling avait tiré toutes les ficelles qu'il avait pour accélérer le processus d'examen juridique. L'offre était légèrement inférieure à la valeur marchande maximale, mais elle était plus que suffisante pour ce que je devais accomplir. La société corporative offrait 720 000 $ en espèces liquides pures. Ce montant effacerait complètement l'hypothèque frauduleuse de 653 000 $ dont ma mère m'avait chargé, laissant une part substantielle d'équité pure au sommet. Une équité qui m'appartenait légalement exclusivement parce que ma mère avait falsifié les documents pour faire de moi la seule propriétaire. J'ai roulé jusqu'au bureau de Monsieur Sterling le vendredi après-midi pour finaliser le cauchemar une fois pour toutes. La table de la salle de conférence était couverte d'épaisses piles de documents de clôture juridique. Il n'y avait pas d'agents immobiliers souriant avec des bouteilles de champagne pour célébrer une nouvelle maison. Il n'y avait que des faits froids et durs et des signatures juridiques contraignantes. J'ai pris le lourd stylo métallique et j'ai commencé à signer mon nom encore et encore. J'ai signé le transfert d'actes, les divulgations fiscales et l'état de règlement final. Chaque fois que le stylo grattait sur le papier épais, je sentais un poids massif et étouffant se soulever de ma poitrine. Je signais officiellement la fin de la prison financière que ma famille toxique avait construite pour moi. La dernière étape était l'autorisation de virement. Monsieur Sterling a personnellement coordonné avec la société de titres pour s'assurer que les fonds étaient distribués immédiatement à la clôture. L'acheteur corporatif a libéré les espèces de son compte de détention. J'ai regardé le moniteur d'ordinateur sur le bureau pendant que la transaction se traitait en temps réel dans le système bancaire fédéral. La dette de 653 000 $ à Chase Bank a été payée complètement et intégralement au centime près. Les 67 000 $ restants d'équité ont été virés directement sur mon compte d'épargne à haut rendement personnel. M. Sterling a fermé le dossier épais et m'a offert une ferme poignée de main professionnelle. Il m'a regardé avec un profond respect et m'a dit que la transaction était officiellement terminée. L'acte avait été légalement enregistré auprès du greffier du comté. Mon nom était complètement effacé de l'énorme dette fédérale qui avait menacé de détruire ma vie. Je suis sorti de l'immeuble de verre dans le soleil brillant de l'après-midi du vendredi, me sentant enfin capable de respirer profondément à nouveau. De retour dans la banlieue riche, Brad et Chloé étaient probablement en train de rentrer chez eux après leurs faux événements de réseautage et leur traitement de spa coûteux. Ils gareraient leur voiture de luxe dans la large allée et franchiraient les lourdes portes d'entrée, complètement inconscients de la réalité juridique de leur situation actuelle. Ils pensaient être les fiers et riches propriétaires d'un beau domaine payé par mon identité volée et une fausse start-up technologique. Ils n'avaient absolument aucune idée que le sol sous leurs pieds venait d'être légalement vendu à une société d'investissement de plusieurs milliards de dollars. L'hypothèque avait disparu et leurs droits légaux sur la propriété aussi. Brad et Chloé n'étaient officiellement rien de plus que des squatteurs illégaux vivant sur du temps emprunté. Vendre la maison n'était que la première moitié de mon plan ultime. Monsieur Sterling avait réussi à neutraliser la menace financière immédiate et à effacer complètement mon nom de l'énorme hypothèque de 653 000 $. Mais simplement échapper au piège ne me suffisait pas. Ma mère et Brad avaient systématiquement comploté pour détruire ma vie et voler mon avenir. Ils avaient falsifié des documents fédéraux, et Brad m'avait explicitement menacé dans ma carrière professionnelle dans un parking sombre. Les laisser partir avec rien de plus qu'un avis d'expulsion soudain me semblait bien trop clément. J'avais besoin de m'assurer qu'ils ne pourraient plus jamais faire cela à qui que ce soit d'autre, et je devais m'assurer qu'ils paieraient exactement pour ce qu'ils m'avaient fait. Je suis retourné à mon appartement et je suis allé directement dans mon bureau à domicile. Le lourd bureau en bois était encore couvert des recherches initiales que j'avais rassemblées au cours de mes 3 nuits sans sommeil.
J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à organiser méticuleusement chaque élément de preuve dans un dossier physique maître. J'ai traité cette tâche exactement comme je traiterais un audit d'entreprise de plusieurs millions de dollars pour un client du Fortune 500. Il n'y avait absolument aucune place pour l'erreur ou le biais émotionnel. J'ai imprimé les copies couleur en haute résolution de la procuration falsifiée que ma mère avait frauduleusement notariée. J'ai placé les formulaires W2 fabriqués que Brad avait créés en utilisant le logo de mon cabinet comptable d'entreprise juste à côté. Ensuite, j'ai ajouté les feuilles de calcul détaillées que j'avais construites avec tant de peine, documentant la chronologie exacte et le flux des transferts de fonds offshore passant par sa fausse start-up technologique Apex Digital Venture. J'ai recoupé chaque date, en m'assurant que le récit financier était absolument à l'épreuve des balles. Enfin, j'ai pris une nouvelle clé USB numérique et j'ai copié l'enregistrement audio haute définition du parking de la banque. Le fichier audio où Brad admettait explicitement la falsification, se vantait d'avoir utilisé ses privilèges pour manipuler la police, et faisait activement chanter un témoin fédéral. J'ai placé la petite clé USB argentée dans un sac plastique transparent pour pièce à conviction et je l'ai attachée à la pile épaisse de papier. J'ai glissé le tout dans un dossier de classification rouge robuste. C'était exactement le type de dossier que nous utilisions au cabinet pour désigner les découvertes de fraude critique. Ce n'était pas simplement une collection d'accusations en colère venant d'une belle-sœur mécontente. C'était un renvoi pénal fédéral entièrement documenté, méticuleusement sourcé, prêt pour une poursuite immédiate. Je savais exactement ce qui se passerait si je prenais ce dossier rouge au poste de police local dans le quartier suburbain de ma mère. Les agents locaux regarderaient un homme blanc riche vivant dans une immense maison de luxe et puis regarderaient une femme noire accusant sa propre famille d'un crime financier complexe. Ils le rejetteraient probablement comme un litige civil compliqué sur un héritage partagé ou un simple malentendu familial. Ils me diraient de le porter devant le tribunal des petites créances ou suggéreraient que nous allions en thérapie familiale. Je refuse de laisser la prédiction arrogante de Brad se réaliser. La fraude par virement, le blanchiment d'argent et la fraude bancaire ne sont pas des délits mineurs locaux. Ce sont des infractions fédérales qui relèvent de la juridiction directe du gouvernement des États-Unis. Le vendredi après-midi, j'ai contourné complètement le poste de police local et j'ai conduit directement au cœur de la ville. J'ai garé ma voiture dans le garage de stationnement souterrain sécurisé du bâtiment fédéral. Mon cœur battait d'un rythme régulier contre mes côtes, mais mes mains étaient complètement stables. J'ai franchi les lourdes portes tournantes et je suis passé par les détecteurs de métaux et les points de contrôle de sécurité la tête haute. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au bureau régional de terrain du Federal Bureau of Investigation. La salle d'attente était stérile et calme, sentant légèrement la cire pour sol et le café éventé. Je me suis approché de l'épaisse vitre par balle et j'ai glissé ma carte de visite professionnelle sur le comptoir en métal à la réceptionniste. J'ai déclaré clairement que j'étais un expert comptable certifié et agréé signalant une affaire active et en cours de fraude par virement fédéral et de blanchiment d'argent international. Moins de 10 minutes plus tard, un homme grand en costume sombre impeccable est sorti par les doubles portes sécurisées. Il s'est présenté comme l'agent spécial Harris de la division des crimes en col blanc. Il m'a conduit le long d'un long couloir éclairé par des néons dans une petite salle d'interrogatoire sans fenêtre. Je me suis assis en face de lui à la table en métal et j'ai placé le dossier rouge épais bien au centre entre nous. Je n'ai pas pleuré ni agi de manière hystérique ni joué le rôle de la victime brisée. J'ai parlé d'un ton calme, mesuré et professionnel, exposant les mécanismes exacts de la fraude. Je lui ai expliqué les documents de clôture falsifiés, la vérification de revenus fabriqués, les sources de financement offshore et la société écran illégale actuellement enregistrée pour la propriété résidentielle que je venais de vendre. L'agent spécial Harris a écouté attentivement sans m'interrompre une seule fois. Il a ouvert le dossier rouge et a commencé à examiner les documents. Ses yeux ont parcouru les feuilles de calcul, les journaux des transferts de fonds et les faux formulaires W2. J'ai vu son attitude professionnelle passer d'une curiosité polie à une concentration absolue et aiguisée. Il voyait la preuve irréfutable qui le regardait en face. Il a ensuite branché la clé USB argentée sur son ordinateur portable sécurisé et a écouté l'enregistrement audio de Brad me menaçant dans le parking. La salle était complètement silencieuse sauf pour la voix arrogante de Brad qui résonnait des petits haut-parleurs de l'ordinateur, se vantant de son statut intouchable. Quand l'enregistrement s'est terminé, l'agent a lentement fermé son ordinateur portable et a laissé échapper un lourd soupir. L'agent spécial Harris a levé les yeux vers moi et a émis un sifflement bas de pure incrédulité. Il s'est adossé à sa chaise et a tapoté son stylo contre la table en métal.
il m'a dit que sa division surveillait en réalité discrètement les comptes offshore liés à Apex Digital Venture depuis les 6 derniers mois, mais qu'il manquait de traces papier domestiques pour relier directement l'argent sale à un individu spécifique opérant sur le sol américain. Brad s'était caché derrière des couches d'anonymat numérique. Mais en reliant sa fausse entreprise directement à une hypothèque résidentielle physique et en admettant verbalement ses crimes sur bande, il avait ruiné sa propre couverture. L'agent a baissé les yeux sur mon dossier rouge méticuleusement organisé puis a regardé directement dans mes yeux. Il a affiché un sourire professionnel et sombre et a hoché lentement la tête. Il m'a dit que je venais de leur remettre l'arme absolue dont ils avaient besoin pour faire éclater toute l'opération internationale au grand jour. Il s'est levé, m'a tendu la main pour serrer la mienne et m'a remercié pour mon incroyable travail d'enquête. Il m'a raccompagné jusqu'aux batteries d'ascenseur, sa main reposant fermement sur le dossier rouge épais qui contenait le destin de ma famille. Alors que les portes métalliques de l'ascenseur commençaient à s'ouvrir, il m'a regardé et a dit « Nous prendrons le relais à partir d'ici. Passez un excellent week-end, madame. » Je suis entré dans l'ascenseur et les portes se sont refermées, me laissant complètement seul avec la prise de conscience écrasante que le piège ultime était désormais officiellement tendu. Le samedi soir est arrivé, apportant avec lui la grande fête de pendaison de crémaillère que ma sœur avait planifiée de manière obsessionnelle pendant des semaines. J'ai garé ma voiture dans la rue et j'ai vu l'immense propriété briller avec des lumières extérieures parfaitement placées. Des véhicules de luxe haut de gamme bordaient tout le pâté de maison, confirmant que Brad avait invité tous les contacts riches qu'il possédait pour exhiber son succès frauduleux. J'ai pris une profonde inspiration, ajusté la simple robe noire que je portais et j'ai remonté la large allée en pierre. Les portes d'entrée étaient grandes ouvertes et le son d'un quartet de jazz live s'échappait dans l'air frais de la nuit. Au moment où j'ai franchi le seuil du grand hall d'entrée, l'ampleur pure de leur illusion m'a frappé. La maison était impeccable. Des membres du personnel de service engagés pour la soirée passaient devant moi en portant des plateaux argentés de champagne coûteux et d'amuse-bouche délicats. Claude se tenait près du centre de l'immense salon, portant une robe de créateur sur mesure qui coûtait facilement des milliers de dollars. Elle tenait court avec un groupe de femmes drapées de diamants, riant bruyamment et indiquant les détails architecturaux des plafonds vertigineux. Elle répétait sans cesse la phrase « La dernière réalisation de mon mari ». Complètement inconsciente du fait que la seule réalisation réelle de son mari était d'avoir réussi à falsifier un document fédéral. Avant même que je puisse me diriger vers la cuisine, une main brusque m'a saisi le bras. Je me suis retourné et j'ai vu ma mère, Denise, me fusillant du regard. Elle n'était pas habillée comme une hôtesse. Elle était habillée comme une coordinatrice d'événements frénétiques. Elle m'a regardé de haut en bas, a froncé les sourcils devant ma robe simple et m'a enfoncé un tablier de traiteur blanc immaculé dans la poitrine. Elle m'a sifflé de le mettre immédiatement. Elle a dit que le personnel de traiteur était débordé et qu'elle avait besoin que je commence à distribuer les hors-d'œuvre chauds avant l'arrivée des parents de Brad. Je n'ai pas discuté. Je ne me suis pas défendu ni n'ai mentionné que j'étais une invitée à ma propre réunion de famille. J'ai simplement noué les cordons du tablier autour de ma taille, pris un lourd plateau argenté à un serveur qui passait et commençait à marcher à travers la foule. J'ai circulé dans les pièces opulentes, offrant de minuscules gâteaux au crabe et de mini-quiches à des personnes qui regardaient à peine mon visage. J'ai observé la dynamique de la fête se dérouler. Brad se tenait près de l'immense cheminée en pierre, tenant un verre de scotch et captant l'attention de plusieurs hommes plus âgés en costume sur mesure. Il utilisait tous ces mots à la mode d'entreprise, parlant de technologie disruptive et de capital d'amorçage. Il semblait complètement dans son élément, l'image parfaite de l'entrepreneur riche. Puis l'énergie dans la pièce a changé. Les parents de Brad, Richard et Eleanor Miller, étaient arrivés. Ils étaient l'incarnation du privilège de la vieille fortune. Richard portait un costume sur mesure qui coûtait probablement plus que ma première voiture, et Eleanor portait un lourd collier de perles qui ressemblait à des héritages familiaux. Ils sont entrés dans la maison avec un air de supériorité absolue, leurs yeux scrutant la foule diverse avec un jugement subtil. Ma mère a pratiquement couru à travers la pièce pour les saluer, sa voix une octave plus haute que d'habitude tandis qu'elle les adulait. Eleanor a offert à ma mère un sourire serré et condescendant et a permis que sa joue soit embrassée. Richard a serré brièvement la main de ma mère avant de tourner entièrement son attention vers la maison. Je suis passé près d'eux en portant un plateau de verre de champagne vide, assez proche pour entendre leur conversation. Eleanor s'est penchée vers son mari et a chuchoté qu'elle était honnêtement surprise que la petite start-up de Brad marche assez bien pour se permettre une propriété dans ce code postal. Elle a jeté un regard dédaigneux à ma mère, qui était occupée à diriger le personnel de service,
et a ajouté qu'elle espérait simplement que Brad ne s'étendait pas trop pour impressionner sa nouvelle famille. J'ai gardé mon visage parfaitement neutre, ramassant les verres en cristal abandonnés et les plaçant soigneusement sur mon plateau. Ma propre mère s'humiliait pour impressionner des gens qui la regardaient fondamentalement de haut, tout cela pour célébrer une maison qu'elle avait volée pour une fille qui n'avait rien fait pour la mériter. L'ironie était presque trop lourde à porter. Je suis retourné dans la cuisine, le bruit de la fête légèrement assourdi derrière les portes battantes. J'ai posé le lourd plateau argenté sur le comptoir en marbre et j'ai glissé ma main dans la poche de mon tablier. J'ai sorti mon téléphone et tapoté l'écran pour le réveiller. Les chiffres lumineux ont illuminé mon visage. Il était 20h45. J'ai ouvert mon application de messagerie cryptée et j'ai vu une seule confirmation silencieuse de Monsieur Sterling. Le plan était en marche. J'ai pris une profonde inspiration, détaché le tablier blanc et l'ai laissé tomber sur le sol à côté de la poubelle industrielle. Je n'avais plus besoin de jouer la servante. Les vrais propriétaires de cette maison étaient exactement à 10 minutes d'ici. Je suis retourné dans le salon principal et j'ai trouvé un endroit calme dans le coin arrière, m'appuyant confortablement contre le mur peint frais. J'ai pris une flûte à champagne en cristal à moitié pleine sur un plateau qui passait et j'ai pris une lente gorgée. La musique de jazz animée s'est soudain arrêtée et le faible murmure des invités riches s'est estompé lorsqu'un son de cliquetis fort et aigu a traversé l'air. Brad se tenait sur la marche inférieure du grand escalier courbe, tapotant une cuillère en argent contre son verre. Il avait un large sourire arrogant plaqué sur son visage, regardant la mer de costumes chers et de robes de créateurs. Il s'est raclé la gorge et a projeté sa voix pour que tout le monde dans l'immense pièce puisse l'entendre parfaitement. Il a commencé son discours en jouant le rôle du visionnaire humble. Il a remercié ses parents riches, Richard et Eleanor, de lui avoir inculqué les valeurs du travail acharné et de l'ambition implacable. Richard a donné un hochement de tête rigide d'approbation tandis qu'Eleanor regardait autour de la pièce comme si elle était personnellement responsable de la présence de chacun. Brad est passé en douceur à parler de sa fausse start-up technologique, Apex Digital Venture. Il utilisait de grands gestes amples en décrivant les nuits sans sommeil, les innombrables sacrifices et le dévouement incroyable qu'il avait fallu pour construire une entreprise à partir de zéro. Il mentait avec une conviction si absolue que c'était presque impressionnant à voir. Il a regardé profondément dans les yeux de Chloé et l'a appelé son roc absolu, affirmant qu'il avait acheté ce domaine magnifique pour lui offrir la vie parfaite qu'elle méritait vraiment. La foule a laissé échapper un son collectif d'admiration. Ma mère, Denise, se tenait au premier rang, essuyant des larmes visibles de joie avec un mouchoir. Elle regardait Brad comme s'il était un sauveur littéral envoyé d'en haut, le soleil parfait qu'elle n'avait jamais eu. Puis le regard de Brad a balayé la pièce au-dessus des têtes des invités et s'est posé directement sur moi, debout dans l'ombre. Son sourire s'est aiguisé en un rictus cruel. Il ne pouvait pas résister à l'occasion de m'humilier publiquement devant son cercle d'élite. Il a légèrement levé son verre dans ma direction et a laissé échapper un soupir condescendant. Il a dit à la foule que le vrai succès exigeait de prendre des risques massifs et que tout le monde n'était pas fait pour la pression intense d'être un véritable entrepreneur. Il a dit, certaines personnes sont simplement destinées à rester en sécurité dans de petits box, à calculer les chiffres des autres et à vivre des vies tristes et solitaires pendant que les vrais visionnaires sortent et changent le monde. Il a ri d'un son sombre et a ajouté qu'il était important pour les personnes qui réussissent de prendre soin de leurs membres de famille moins chanceux et en difficulté afin qu'ils ne se sentent pas entièrement laissés pour compte. Les invités riches ont ri doucement, échangeant des regards complices. Chloé a couvert sa bouche pour cacher ses gloussements, se penchant sur le bras de son mari. Ma mère m'a lancé un regard sévère d'avertissement, exigeant silencieusement que j'absorbe l'insulte sans faire de scène. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas détourné le regard ni baissé les yeux. Je suis simplement resté là, tenant ma flûte à champagne, le regardant droit dans les yeux avec une expression complètement neutre. Brad pensait vraiment qu'il enfonçait le couteau profondément dans ma fierté. Il pensait que ces mots cimentaient sa domination et me montraient comme la vieille fille jalouse et amère qu'il voulait désespérément que je sois. Mais tout ce que je ressentais était un profond sentiment de pitié pour son absolue stupidité. Il se tenait à l'intérieur d'une maison qu'il ne possédait pas légalement, se vantant d'une société écran qui était actuellement sous enquête fédérale active et insultant publiquement la personne exacte qui détenait littéralement les clés de sa destruction absolue. Il a terminé son discours écœurant en levant son verre haut dans les airs, proposant un toast au brillant avenir d'Apex Digital Venture et à sa magnifique nouvelle maison. La foule a éclaté en applaudissements enthousiastes. Les verres en cristal ont teinté les uns contre les autres et les invités ont acclamé le couple doré.
Ma mère a enveloppé ses bras autour de Brad, le tirant dans une étreinte serrée et émotive. C'était le sommet absolu de leur fausse réalité. Ils se tenaient au sommet du monde, se prélassant dans une gloire volée, complètement inconscients du piège qui s'était déjà refermé. J'ai baissé les yeux et vérifié ma montre. La trotteuse argentée a balayé le 12. Le timing était absolument parfait. Au milieu des applaudissements rugissants, un martèlement lourd et fort a résonné depuis l'entrée principale. Ce n'était pas le carillon poli et musical de la sonnette coûteuse. C'était le coup dur et autoritaire de lourds poings frappant le bois massif. Les applaudissements se sont éteints maladroitement alors que les gens tournaient la tête vers le grand hall d'entrée dans la confusion. Brad a froncé les sourcils, clairement agacé qu'un invité tardif interrompe son moment glorieux. Il a marmonné quelque chose dans sa barbe et s'est dirigé avec assurance vers les immenses doubles portes, s'attendant à réprimander quiconque manquait de manière pour utiliser la sonnette. Il a ouvert la lourde porte en bois avec un geste arrogant, prêt à affirmer sa domination. Mais le sourire confiant a complètement disparu de son visage à la seconde même où il a vu qui se tenait sur le porche. Ce n'était pas un invité tardif arrivant avec une bouteille de vin coûteuse ou un cadeau oublié. Sous la lumière vive du porche se tenait un homme sévère en costume d'affaires gris foncé tenant un épais clipboard. Et se tenant immédiatement derrière lui, le flanquant de près des deux côtés, se trouvaient deux shérifs du comté en uniforme complet, les mains reposant nonchalamment sur leur ceinture de service. La musique s'était complètement arrêtée et le grand hall était si calme qu'on pouvait entendre le bruissement doux des robes en soie coûteuse tandis que les invités se déplaçaient mal à l'aise. Brad est resté complètement figé, la main toujours agrippée à la lourde poignée de porte en laiton. Son cerveau essayait désespérément de traiter la vue des forces de l'ordre s'écrasant sur sa fête de pendaison de crémaillère parfaite. Il a rapidement plaqué un faux sourire crispé sur son visage, retombant sur son charme arrogant habituel. Il a avancé, bloquant l'entrée, et Harry, demandant aux agents s'il y avait une plainte pour bruit de la part d'un voisin jaloux. Il a mentionné nonchalamment qu'il était bon ami avec le procureur du district local, essayant de flexer ses muscles politiques imaginaires devant ses invités riches. Il supposait que son privilège agirait comme un bouclier invisible contre toute conséquence réelle. Les deux shérifs du comté n'ont pas souri en retour. Ils n'ont pas offert un salut poli ni reconnu son name-dropping. Ils ont simplement fait un pas de côté pour laisser l'homme en costume gris foncé franchir le seuil. L'homme a levé son épais clipboard et a regardé Brad directement dans les yeux avec un professionnalisme absolument froid. Il n'a pas demandé la permission d'entrer. Il a déclaré son nom et annoncé qu'il était le responsable régional principal des actifs pour Zenith Corporate Property. Il a regardé autour du foyer opulent les membres du personnel de traiteurs terrifiés qui avaient arrêté de marcher avec leurs plateaux argentés. Il a jeté un coup d'œil aux invités riches choqués qui retenaient collectivement leur souffle. Il a ensuite tourné son attention vers Brad et a déclaré calmement que cette réunion était une utilisation non autorisée d'une propriété privée d'entreprise et qu'elle devait être arrêtée immédiatement. Brad a laissé échapper un rire forcé et bruyant qui a résonné maladroitement contre les plafonds vertigineux. Il s'est retourné pour regarder ses parents, Richard et Eleanor, qui fixaient l'entrée dans une horreur absolue, leur réputation parfaite dans la haute société s'effondrant soudainement devant leur cercle social d'élite. Brad s'est retourné vers le responsable des actifs, son visage rougissant d'un rouge vif sous l'effet d'une colère agressive soudaine, sa persona corporate polie craquant complètement. Il a gonflé la poitrine et pointé un doigt agressivement vers l'homme. Il a exigé bruyamment que l'homme et ses gardes de sécurité engagés quittent sa propriété sur le champ avant qu'il n'appelle ses avocats hors de prix. Il a crié qu'il possédait ce domaine de luxe et que c'était sa fête de pendaison de crémaillère privée, célébrant son énorme succès. Il a fait un pas menaçant en avant, essayant d'intimider physiquement l'homme plus petit avec sa taille et sa rage pure. Au moment où Brad a avancé, les deux shérifs du comté ont bougé instantanément en parfaite synchronisation. Ils se sont placés carrément devant le responsable des actifs, leurs mains tombant fermement sur les ceintures robustes où reposaient leurs armes. Leur visage était complètement de pierre froide. Le shérif le plus grand a ordonné à Brad de reculer et de baisser la voix où il serait placé en menottes sur le champ pour avoir agressé un agent de propriété désigné. L'autorité pure dans la voix du shérif a fait trébucher physiquement Brad en arrière. Son faux courage s'est évaporé instantanément, laissant derrière lui un lâche paniqué et confus. Il a levé les mains en défense et a reculé dans le hall, ses yeux passant frénétiquement entre les insignes argentés brillants et l'épais clipboard. Le responsable des actifs a lissé sa cravate et a sorti un épais paquet de documents légaux agrafés de son clipboard. Il a enfoncé les papiers directement dans les mains tremblantes de Brad. L'homme a parlé fort et clairement,
s'assurant que chaque invité debout dans le salon pouvait entendre la vérité absolue. Il a déclaré que la propriété avait été légalement achetée dans une transaction commerciale entièrement accélérée en espèces qui s'était conclue le vendredi après-midi. Il a expliqué que l'acte légal avait déjà été déposé et entièrement enregistré auprès du greffier du comté, faisant de Zenith Corporate Property le seul propriétaire légal du domaine. Il a ensuite pointé le texte noir-gras sur la toute première page du paquet. Il a dit à Brad qu'il lui signifiait officiellement un avis commercial d'urgence d'évacuation. Parce que Brad n'avait absolument aucun accord de bail légal et aucun nom sur l'acte précédent, il était légalement classé comme un squatteur non autorisé selon la loi de l'État. Le responsable des actifs a regardé sa montre et a dit à Brad qu'il avait exactement 2 heures pour retirer ses effets personnels et évacuer les lieux où il serait physiquement traîné dehors par les forces de l'ordre pour intrusion criminelle. Chloé a laissé échapper un cri perçant et dramatique du centre du salon. Elle s'est frayé un chemin à travers la foule d'invités riches, sa lourde robe de créateur traînant maladroitement sur le sol en marbre. Elle a attrapé le bras de Brad, le secouant violemment, exigeant de savoir de quoi parlait le responsable des actifs. Elle a sangloté que c'était sa maison de rêve et que personne n'allait la lui enlever. Ma mère, Denise, s'est précipitée juste derrière elle. Son visage complètement vidé de couleur, ayant l'air d'avoir vu un fantôme. Richard et Eleanor Miller se murmuraient furieusement l'un à l'autre, paraissant totalement humiliés par le spectacle public massif qui se déroulait devant leurs amis du country club. Brad fixait les documents légaux dans ses mains, ses yeux passant frénétiquement sur le jargon juridique dense. Il a vu les sceaux officiels du comté, les numéros d'enregistrement tamponnés et le prix de vente final. La réalité de la situation s'abattait sur lui, écrasant son ego massif sous le poids lourd de la loi. Il a réalisé que la banque avait été entièrement remboursée et que les capitaux propres restants avaient disparu. Son quartier général de blanchiment d'argent entier avait été complètement effacé en une seule transaction d'entreprise. Il a froissé le lourd papier dans son poing, son visage se tordant en un masque de rage pure et déchaînée. Sa persona soigneusement construite s'est complètement brisée en 1 million de petits morceaux. Il avait l'air d'un animal sauvage piégé cherchant une sortie. Il a jeté la vie légale froissée sur le sol coûteux et a crié à plein poumon. Sa voix s'est brisée violemment alors qu'il hurlait, exigeant de savoir qui lui avait fait cela. Il a crié au responsable des actifs, demandant qui avait vendu la propriété derrière son dos. Il a rugi que c'était entièrement impossible parce qu'il était celui qui payait l'hypothèque avec son propre argent durement gagné. Il s'est retourné en regardant sauvagement ses invités riches, ses parents dégoûtés et sa femme en pleurs en criant et en demandant qui l'avait vendu et qui avait le droit de vendre sa maison juste sous ses pieds. L'immense pièce est tombée dans un silence mortel et écœurant. Personne n'a bougé un seul muscle. Personne n'a respiré. Le seul son était la respiration lourde et paniquée venant de la poitrine de Brad alors qu'il fusillait la foule du regard. J'ai pris une lente et profonde inspiration, laissant le chaos absolu me submerger. J'ai placé ma flûte à champagne en cristal à moitié vide doucement sur une table d'appoint à proximité. Je suis sorti des ombres sombres du coin arrière et j'ai marché lentement et délibérément dans la lumière vive du centre du salon. La foule d'invités riches s'est naturellement écartée, ouvrant un large chemin clair pour moi. J'ai marché jusqu'à me retrouver debout directement entre ma mère horrifiée et mon beau-frère enragé. J'ai baissé la main, détaché les cordons du tablier de traiteur qu'il m'avait forcé à porter, et laissé le tissu blanc tomber sur le sol juste à côté de l'avis d'expulsion froissée. Je regardais Brad droit dans ses yeux terrifiés et parlais d'une voix si calme qu'elle traversa la pièce comme une lame de rasoir. Je l'ai fait. Le hoquet collectif de la pièce fut assez fort pour aspirer tout l'air restant du grand vestibule. Pendant une fraction de seconde, personne ne bougea. Puis ma mère brisa le silence. Denise laissa échapper un hurlement à glacer le sang qui ressemblait plus à celui d'un animal sauvage qu'à celui d'un être humain. Elle se jeta en avant, pointant une main tremblante directement sur mon visage. Ses yeux étaient écarquillés par une énergie maniaque frénétique tandis qu'elle criait que j'étais un démon envoyé de l'enfer pour détruire ma propre sœur. Elle hurla que j'étais une femme jalouse et amère qui ne supportait pas de voir Chloé heureuse. Alors, je m'étais faufilé derrière leur dos pour voler leur belle maison. Elle leva le bras comme si elle allait me frapper physiquement juste là, devant les adjoints du shérif, qui placèrent immédiatement leurs mains sur leur ceinture de service, lui ordonnant de reculer. Je ne bronchais même pas. Je contournais calmement ses bras frénétiques tendus et marchais droit vers l'immense table à manger en acajou au centre de la pièce. Je plongeai la main dans mon grand sac fourre-tout en cuir que j'avais placé sur une chaise voisine plus tôt dans la soirée et en sortis le dossier de classification rouge épais.
Je claquai le lourd dossier sur le bois poli. Le bruit résonna vivement, faisant sursauter physiquement plusieurs invités. J'ouvris le dossier et commençai à étaler les documents bancaires certifiés sur la table pour que tout le monde puisse les voir. Je haussai la voix, m'assurant que chaque invité riche, chaque membre du personnel de traiteur, et surtout Richard et Eleanor Miller puissent entendre chaque mot que je prononçais. Je leur dis de regarder attentivement les papiers. Je pointai directement vers la procuration falsifiée. J'expliquai exactement comment ma mère avait pris un document vieux de 10 ans, en avait modifié numériquement le texte, et avait payé un notaire corrompu pour le tamponner pendant que j'étais inconsciente sur une table d'opération en train de subir une chirurgie d'urgence. J'entendis de forts hoquets d'horreur purent se propager à travers la foule d'amis de la haute société tandis qu'ils regardaient la femme qui venait juste de leur servir des boissons. Puis je sortis les faux formulaires W2 et les relevés de paie fabriqués. Je regardai directement Richard et Eleanor qui se tenaient figés sous le choc. Je leur dis que leur fils n'était pas un entrepreneur visionnaire. J'expliquai que Brad avait commis une fraude électronique fédérale et un vol d'identité en prétendant qu'il travaillait comme consultant senior hautement rémunéré dans mon cabinet comptable d'entreprise juste pour pouvoir obtenir un prêt hypothécaire garanti par le gouvernement fédéral. Je dis à toute la pièce que Brad n'avait absolument aucun revenu légitime provenant de sa fausse start-up technologique et que son entreprise entière n'était rien de plus qu'une société écran nationale utilisée pour blanchir de l'argent sale pour des investisseurs offshore louches. Je pointais vers l'acte de propriété légale montrant que mon nom était le seul nom absolu sur le titre parce qu'ils étaient trop lâches pour déclencher une alerte de fraude bancaire avec son historique de crédit inexistant. Je déclarais fièrement que parce qu'ils avaient falsifié les documents pour faire de moi la seule propriétaire légale, je possédais le droit légal absolu de vendre la propriété à un acheteur d'entreprise et d'effacer entièrement l'énorme dette frauduleuse de mon nom. Chloé s'effondra sur une chaise de salle à manger en velours, sanglotant hystériquement et couvrant son visage de ses mains. Ma mère se tenait parfaitement figée, sa bouche s'ouvrant et se fermant, mais aucun son n'en sortant tandis que la preuve physique indéniable de sa trahison criminelle se trouvait sous les lumières vives du lustre. Les invités riches commencèrent à murmurer furieusement entre eux, s'éloignant largement de notre famille, comme si nous étions soudainement contagieux. Ils regardaient Brad avec un dégoût absolument non dissimulé. Richard Miller se fraya un chemin jusqu'à l'avant de la foule murmurante, son visage prenant une profonde teinte violette sous l'effet d'une rage intense. Il ne me regarda pas ni ne regarda ma mère. Il marcha droit vers son fils et l'attrapa brutalement par l'épaule, le faisant pivoter pour lui faire face. Richard exigea de connaître la vérité sur le champ. Il hurla à Brad, lui demandant où tout son argent de départ avait réellement disparu si la start-up était complètement fausse. Eleanor pleurait silencieusement dans un mouchoir en soie, demandant à son fils comment il pouvait possiblement humilier le nom prestigieux de leur famille en se livrant à une fraude de rue commune et à un vol d'identité sale. Brad était acculé comme un rat désespéré dans un piège se refermant rapidement. Les murs soigneusement construits de son privilège élitiste s'effondraient entièrement autour de lui, et ses propres parents riches tenaient les masses. Il regarda son père en colère qui exigeait des réponses. Il regarda sa femme sanglotante qui réalisait qu'elle était maintenant complètement ruinée et sans abri. Et puis il me regarda, debout calmement près de la table en acajou, le regardant avec rien d'autre qu'une pitié analytique pure. Ses yeux devinrent complètement sombres d'une fureur violente et déchaînée. Sa mâchoire se serra si fort que je crus que ses dents allaient se briser sous la pression. Il me reprocha la destruction complète et totale de toute sa vie. Il laissa échapper un rugissement guttural de rage purement animale, poussa violemment son propre père hors de son chemin, et se jeta directement à travers la pièce, visant droit ma gorge. Les deux shérifs du comté réagirent plus vite que je ne pus même cligner des yeux. Avant que Brad ne puisse approcher ses mains près de mon cou, le shérif le plus grand se plaça carrément devant moi et repoussa Brad en arrière avec une force massive. Brad trébucha sur l'épais tapis perçant et s'écrasa violemment contre la table à manger en acajou, en voyant les documents falsifiés voler dans les airs et se disperser sur le sol en bois dur coûteux. Le deuxième shérif détacha immédiatement son tasé et visa le point laser rouge directement sur la poitrine de Brad, criant un dernier avertissement, s'il bougeait agressivement une fois de plus, il serait électrocuté et placé en contrainte maximale. Brad se figea instantanément. La vue du point laser rouge flottant sur son costume sur mesure coûteux brisa complètement son éclat violent. Il leva lentement les mains, sa poitrine se soulevant tandis qu'il réalisait que l'intimidation physique ne fonctionnerait pas contre les forces de l'ordre armé. Mais Brad était un maître manipulateur. Et quand la force brute échoua, il pivota immédiatement vers son arme favorite. Il décida de jouer la victime ultime. Il lissa sa veste de costume ruinée,
prit une profonde respiration tremblante et changea dramatiquement toute son attitude. L'animal enragé avait disparu, remplacé par un homme paniqué et innocent qui suppliait désespérément pour de l'aide. Il regarda les shérifs puis se tourna vers la foule d'invités riches, sa voix se brisant parfaitement tandis qu'il affirmait que j'étais une femme mentalement instable qui avait orchestré un schéma élaboré pour voler son identité. Il pointa un doigt tremblant vers moi et cria que j'étais jalouse de son succès et que j'avais piraté le système bancaire pour falsifier les documents hypothécaires sous mon propre nom juste pour pouvoir voler sa belle maison. C'était un mensonge absolument absurde, mais il le délivra avec le genre de confiance arrogante qui ne vient que d'une vie entière sans jamais affronter de véritables conséquences. Il croyait vraiment que ses larmes et son milieu riche annuleraient magiquement les preuves physiques dures éparpillées sur tout le sol. Quand les shérifs n'arrêtèrent pas immédiatement sur la base de sa performance ridicule, Brad porta son sentiment d'entitlement au niveau supérieur. Il plongea la main dans sa poche, sortit son smartphone dernier modèle et composa frénétiquement le 911. Il mit le téléphone sur haut-parleur afin que toute la pièce puisse entendre la répartitrice d'urgence répondre à l'appel. La voix de Brad tremblait d'une terreur feinte tandis qu'il disait à l'opératrice qu'il avait besoin d'une assistance policière immédiate à son adresse de luxe. Il déclara clairement et fort qu'il était un propriétaire d'entreprise prospère et que sa belle-sœur dérangée avait pénétré par effraction dans sa maison, volé ses dossiers financiers et essayait actuellement de l'extorquer devant sa famille. Il utilisa spécifiquement des mots déclencheurs destinés à escalader la réponse policière, me peignant comme une menace criminelle dangereuse tout en se présentant comme le citoyen respectable et impuissant. Il me regarda directement pendant qu'il était au téléphone, ses yeux brillant d'un éclat triomphant écœurant. Il pariait tout sur les biais systémiques profonds du monde. Il supposait que quand la police locale arriverait, elle verrait un homme blanc riche dans une maison de luxe et mettrait immédiatement les menottes à la femme noire debout calmement au centre de la pièce. Il dit à la répartitrice de se dépêcher parce qu'il craignait pour la sécurité physique de sa femme enceinte et de ses invités estimés. Puis il raccrocha le téléphone et croisa les bras, regardant autour de la pièce comme s'il venait juste de sauver héroïquement la journée. Chloé sanglotait encore sur le sol, s'accrochant à sa robe de créateur ruiné, tandis que ma mère Denise se précipitait à ses côtés, me lançant un regard de pure haine. Richard et Eleanor Miller se tenaient figés, leurs visages complètement cendreux, incapables de traiter le chaos absolu qui engloutissait leur fils. Le reste des invités riches étaient piégés dans une paralysie silencieuse stupéfaite. Personne n'osait parler ou se diriger vers la sortie de peur d'être impliqué dans le désastre juridique massif qui se déroulait dans le grand vestibule. Ils se contentaient de fixer Brad, qui se tenait droit et fier, attendant que la police locale arrive et le sauve des conséquences de ses propres actes. Je regardais Brad debout là, se baignant dans sa propre illusion, et je faillis avoir l'envie de rire à voix haute. Il venait juste de commettre le crime de dépôt d'un faux rapport de police en plus de sa fraude électronique fédérale et de ses accusations de blanchiment d'argent international. Il creusait sa tombe si profondément qu'il ne verrait plus jamais la lumière du soleil. Il me regarda et murmura que j'allais en prison pour très longtemps. Il me dit que j'aurais dû simplement me taire et payer l'hypothèque comme une bonne petite sœur au lieu d'essayer de jouer à des jeux avec des gens tellement plus intelligents que moi. Je ne dis pas un seul mot en réponse. Je n'avais pas besoin de discuter avec lui ni de défendre désespérément mon caractère devant une pièce pleine d'étrangers. Je plongeai lentement la main dans mon sac fourre-tout en cuir et en sortis mon smartphone. Plus tôt dans la soirée, pendant les préparatifs massifs de la pendaison de crémaillère, quand ma mère m'avait froidement ordonné de nettoyer la cuisine, j'avais tranquillement accédé au panneau de contrôle principal. J'avais directement jumelé mon téléphone au système audio surround Bluetooth haute technologie massif que Brad avait fièrement installé dans tout le rez-de-chaussée du domaine. Je déverrouillai mon écran et ouvris mes fichiers audio sécurisés. J'appuyai sur le bouton de volume, le poussant jusqu'à la limite absolue maximale. La pièce était morte silencieuse, attendant les sirènes de la police locale. Au lieu de cela, une forte rafale de parasites crépita à travers les haut-parleurs cachés au plafond et dans les murs. Puis la voix arrogante de Brad résonna bruyamment dans tout le grand salon, cristalline et absolument impossible à nier. L'enregistrement du parking de la banque humide commença à se jouer. Tout le monde entendit Brad se moquer de ma carrière professionnelle et insulter mon intelligence. Tout le monde l'entendit admettre explicitement que les documents avaient été falsifiés en utilisant la procuration de ma mère. Ils entendirent son rire cruel tandis qu'il menaçait de mentir aux flics parce qu'il croirait automatiquement un entrepreneur blanc plutôt qu'une femme noire noyée dans une dette massive. Toute la pièce écouta dans une horreur absolue et sans cligner des yeux tandis que le fantôme numérique de Brad détruisait complètement la fausse victime debout juste devant eux.
L'expression arrogante et triomphante sur le visage de Brad disparut instantanément et tout le sang se vida complètement de ses joues, le laissant ressembler à une coquille creuse terrifiée. Le lourd silence dans la pièce fut soudain brisé par le faible hurlement de sirène résonnant au loin. Le son devint plus fort et plus perçant à chaque seconde qui passait, tranchant à travers l'air frais de la nuit. Brad avala difficilement, ses yeux se dirigeant vers les immenses fenêtres avant. Pendant un bref instant fugace, un éclat de son illusion arrogante revint effectivement. Il pensait vraiment que la police locale qu'il venait d'appeler se précipitait à sa rescousse. Il redressa sa veste de costume ruinée, essuya la sueur de son front et pointa un doigt tremblant vers moi. Il marmonna que j'allais quand même en prison pour avoir piraté son système audio et volé sa propriété. Il s'accrochait désespérément au tout dernier lambeau de sa réalité en train de s'effondrer, complètement aveugle à ce qui venait réellement pour lui. Mais les lumières clignotantes qui peignirent soudainement les murs du salon n'étaient pas seulement les rouges et bleus standards du département de police suburbain local. Le volume pur de véhicules lourds et bruyants qui s'engageaient dans la longue allée et déchiraient la pelouse bien entretenue indiquait une descente massive coordonnée. Des ordres forts furent criés à l'extérieur et de lourdes bottes frappèrent agressivement contre le chemin en pierre. Les immenses portes d'entrée en bois furent poussées encore plus grandes, heurtant les murs avec un bruit sourd. Une douzaine d'hommes et de femmes portant d'épais gilets tactiques et des coupe-vents sombres envahirent le grand vestibule. Les lettres jaunes vif FBI étaient imprimées en gras sur leur dos. Les invités riches de la fête octèrent à l'unisson et reculèrent précipitamment, se pressant étroitement contre les murs pour s'écarter du chemin. Le personnel de traiteur laissa tomber entièrement leur plateau en argent, laissant le champagne coûteux se répandre sur les tapis importés. Les shérifs du comté local, qui étaient déjà à l'intérieur, reculèrent immédiatement, retirant leurs mains de leur ceinture de service et cédant leur autorité aux agents fédéraux. L'agent spécial Harris. Le grand homme avec qui j'avais parlé au bureau de terrain marcha droit à travers le centre de la pièce chaotique. Il ne jeta même pas un regard dans ma direction. Ses yeux étaient entièrement verrouillés sur sa cible. Il marcha droit devant la table à manger en acajou, droit devant ma mère horrifiée, et marcha directement vers Brad. Brad fit un pas maladroit et paniqué en arrière, levant les mains dans un geste faible et défensif. Il essaya une dernière fois de déployer son charme corporatif habituel, sa voix tremblant violemment tandis qu'il demandait à l'agent ce qui se passait. Il essaya de sourire, affirmant qu'il devait y avoir une sorte de terrible malentendu et qu'il était la véritable victime qui venait juste d'appeler le 911. L'agent spécial Harris n'accorda pas un seul mot à ces mensonges pathétiques. Il tendit la main vers sa ceinture tactique, détacha une paire de lourdes menottes en acier et attrapa Brad par le poignet avec une force absolument intransigeante. Il fit pivoter Brad et le plaqua poitrine contre le mur juste à côté d'un immense tableau coûteux. La dominance physique pure de l'agent fédéral brisa complètement l'ego fragile de Brad. La voix de l'agent retentit dans la pièce silencieuse, résonnant avec une autorité fédérale absolue. Il déclara, Braden Miller, vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique fédérale, blanchiment d'argent international et complot en vue de commettre une fraude bancaire. Le cliquetis métallique aigu des menottes se verrouillant étroitement autour des poignets de Brad résonna comme un coup de feu dans la pièce calme. Brad commença à hyperventiler ouvertement. La réalité froide et dure de la prison fédérale s'abattait enfin sur sa vie privilégiée. Il tourna la tête, regardant par-dessus son épaule avec des yeux écarquillés et terrifiés. Il commença à crier pour son père. Il supplia Richard d'appeler leurs avocats de défense corporative hautement payés. Il implora ses parents de payer la caution que le gouvernement voulait et de faire partir les agents fédéraux. Il sanglota qu'il était une bonne personne et que sa start-up traversait simplement une période difficile. Richard Miller se tenait figé près du grand escalier, regardant son seul fils être maîtrisé comme un criminel de rue ordinaire. L'embarras et la honte absolue émanant de l'homme plus âgé étaient incroyablement palpables. Sa réputation immaculée de haute société, son statut au country club et tout son héritage familial étaient à jamais tachés par le spectacle public horrible qui se déroulait devant tous ses amis élitistes. Richard secoua lentement la tête, son visage figé dans un masque de dégoût froid et absolu. Il regarda Brad directement dans les yeux et déclara clairement qu'il ne dépenserait pas un seul centime de leur fortune familiale pour défendre un voleur négligent qui avait falsifié des documents fédéraux et blanchi de l'argent sale. Eleanor Miller éclata en nouveaux sanglots bruyants, cachant son visage derrière son sac à main de créateur coûteux. Incapable même de regarder son fils, Richard attrapa fermement sa femme par le bras, la guida au-delà de l'essaim d'agents fédéraux et sortit droit par les portes d'entrée sans jamais regarder en arrière. Ils l'abandonnèrent complètement à son sort,
refusant de laisser sa chute criminelle entraîner leur nom prestigieux plus profondément dans la boue. Brad regarda ses parents sortir par la porte, et un sanglot brisé et pathétique s'échappa de sa gorge. Ses genoux cédèrent complètement et il essaya de s'effondrer sur le sol, mais les agents fédéraux le tinrent fermement par les bras. Ils commencèrent à lui lire ses droits Miranda, le tirant loin du mur et le traînant vers les portes d'entrée. Ses amis riches le regardèrent être emmené dans un silence absolu et déshonoré. Son empire technologique faux, son manoir volé et son privilège arrogant avaient tous été complètement démantelés et traînés dans la nuit sombre. Les lourdes portes en bois restèrent grandes ouvertes, permettant à l'air froid de la nuit de balayer le grand vestibule. Les lumières clignotantes rouges et bleues des véhicules fédéraux à l'extérieur projetaient de longues ombres sinistres sur le sol en marbre italien. Les invités riches qui avaient siroté du champagne et ri des blagues cruelles de Brad il y a seulement quelques minutes se précipitaient maintenant vers le placard à manteau, essayant désespérément de s'échapper du navire en train de couler. Ils ne dirent pas au revoir à l'hôte. Ils n'offrirent aucun mot de réconfort à ma mère ou à ma sœur. Ils gardèrent simplement la tête baissée et coururent pratiquement vers leur voiture de luxe, voulant se distancier de la scène massive de crime fédéral le plus rapidement possible. Le personnel de traiteurs engagé emballa silencieusement leur plateau en argent et se glissa par l'entrée de service arrière, laissant derrière eux des commandes à moitié mangées et des boissons renversées. La magnifique fête de pendaison de crémaillère s'était complètement évaporée. Je restais parfaitement immobile près de la table à manger en acajou, regardant la foule se disperser, ma posture complètement détendue et ma respiration régulière. Au centre du salon désormais vide, Chloé vivait un effondrement psychologique complet. L'enfant doré qui avait passé toute sa vie à flotter sur un nuage de privilèges immérités et de louanges constantes s'écrasait enfin sur le sol dur et impitoyable. Elle tomba lourdement à genoux sur le marbre importé froid, le tissu épais de sa robe de créateur coûteuse se rassemblant autour d'elle comme un ballon dégonflé. Elle commença à sangloter hystériquement, son maquillage parfaitement appliqué coulant sur son visage entraîné sombre et désordonné. L'illusion dans laquelle elle s'était enveloppée pendant les 2 derniers mois avait entièrement disparu. Elle regarda autour d'elle dans l'immense pièce, les plafonds vertigineux, les cheminées sur mesure et les lustres coûteux, réalisant qu'absolument rien de tout cela ne lui appartenait. Elle n'était pas une mondaine riche mariée à un brillant visionnaire de la technologie. Elle était au chômage, complètement fauchée, légalement sans domicile fixe et mariée à un criminel fédéral qui venait d'être emmené menottes au poignet. Chloé hurlait bruyamment, frappant ses poings contre le sol coûteux, criant que sa vie était complètement terminée et qu'elle n'avait absolument nulle part où aller. Elle criait qu'elle ne pouvait pas aller en prison et qu'elle ne savait pas comment survivre sans l'argent de Brad. Elle regarda les murs du magnifique domaine, réalisant qu'elle avait exactement 2 heures pour emballer tout ce qu'elle pouvait porter avant que le gestionnaire d'actifs corporate n'ordonne au shérif de la jeter physiquement à la rue. La pure panique dans sa voix était assourdissante. Elle avait passé toute sa vie à s'attendre à ce que je la rattrape chaque fois qu'elle tombait, à ce que je paie ses factures et que je nettoie ses dégâts. Mais cette fois, elle était libre, tombant dans un énorme trou noir légal et financier. Et mon filet de sécurité avait été retiré de manière permanente. Ma mère, Denise, planait au-dessus de Chloé, ses mains tremblant violemment alors qu'elle essayait de réconforter son enfant doré en pleurs, mais il n'y avait absolument plus aucun réconfort à donner. Denise regarda l'avis d'expulsion légale encore froissé sur le sol là où Brad l'avait jeté. Et puis elle regarda les documents bancaires certifiés éparpillés sur la table de la salle à manger. L'horrible réalité de ses propres actions perçait enfin à travers sa lourde armure de déni et d'arrogance. Elle avait orchestré une falsification légale préméditée. Elle avait volé l'identité de sa propre fille, et elle avait joyeusement livré son précieux enfant cadet à une énorme fraude criminelle juste pour sauver les apparences. Elle avait sacrifié tout mon avenir pour construire un faux château pour Chloé. Et maintenant ce faux château les écrasait tous les deux. Denise tourna lentement la tête et me regarda, debout calmement dans la lumière tamisée de la salle à manger. Ses yeux étaient complètement écarquillés et injectés de sang, remplis d'une terreur frénétique et désespérée. La matriarche exigeante qui m'avait ordonné de mettre un tablier de traiteur et de servir des boissons juste 1 heure plus tôt avait entièrement disparu. Elle réalisait que j'étais la seule personne restante détenant un quelconque pouvoir. Elle s'éloigna en trébuchant de Chloé et se traîna sur le sol de marbre vers moi. Avant que je puisse même reculer d'un pas, elle s'effondra lourdement sur ses 2 genoux juste devant mes pieds. Elle tendit les mains tremblantes et saisit fermement mes jambes, enfouissant son visage mouillé contre mes genoux. Elle commença à pleurer bruyamment, sa voix se brisant alors qu'elle me suppliait d'appeler le FBI et de leur dire que tout n'était qu'un gros malentendu. Elle sanglotait que je devais retirer les preuves,
abandonner toutes les accusations criminelles et sauver Brad de la prison fédérale pour le bien de notre famille. Je regardais la femme qui m'avait donné naissance. Ses larmes imprégnaient le tissu de ma robe tandis que ses mains serraient mes jambes avec une force désespérée et écrasante. Elle sanglotait si fort qu'elle pouvait à peine respirer, répétant le mot famille encore et encore, comme un sortilège magique qui pourrait d'une manière ou d'une autre effacer les crimes fédéraux et les documents falsifiés. Toute ma vie, ce mot avait été une lourde chaîne enroulée étroitement autour de mon cou. Chaque fois qu'ils avaient besoin d'argent, chaque fois qu'ils avaient besoin d'un bouc émissaire, chaque fois qu'ils avaient besoin que quelqu'un sacrifie son propre bonheur pour maintenir l'illusion de leur vie parfaite, ils invoquaient le mot famille. Mais en regardant ma mère pleurer sur le sol de marbre froid, je réalisais avec une clarté absolue que la famille avait toujours été une rue à sens unique dans cette maison. Je ne me penchai pas pour la réconforter. Je ne posai pas une main rassurante sur son épaule ni ne lui dis que tout irait bien. Au lieu de cela, je fis un pas délibéré et ferme en arrière, brisant physiquement sa prise sur mes jambes. Denise tomba légèrement en avant, ses mains heurtant le marbre alors qu'elle levait les yeux vers moi avec une expression de pur choc. Elle n'était absolument pas habituée à ce que je lui refuse quoi que ce soit. Elle s'attendait à ce que je cède sous le poids de ses larmes parce que c'est ce que j'avais toujours fait. Je la regardai directement dans les yeux et ma voix était complètement dépourvue de toute émotion. Je lui dis qu'elle n'avait plus le droit d'utiliser le mot famille avec moi, plus jamais. Je lui demandai exactement où était son sens de la famille quand j'étais allongée inconsciente dans une salle d'opération d'hôpital en train de me remettre d'une chirurgie pendant qu'elle était occupée à payer un notaire corrompu pour falsifier ma signature. Je lui demandai où était sa loyauté quand elle avait remis mon score de crédit impeccable et mon avenir financier à un homme arrogant qui nous méprisait tous les deux. Je lui rappelai que juste quelques heures plus tôt, elle m'avait enfoncé un tablier de traiteur dans la poitrine et m'avait ordonné de servir des boissons aux personnes même qui la regardaient de haut juste pour qu'elle puisse prétendre être une mondaine riche. Elle essaya de parler, mais je la coupai immédiatement. Je lui dis qu'elle avait fait son choix. Elle avait choisi son précieux enfant doré et son arrogant beau-fils plutôt que sa propre chair et son sang. Elle avait choisi de parier toute ma vie pour construire un faux empire pour un voleur. Je lui dis que le gouvernement fédéral ne se souciait pas de nos dynamiques familiales ni de ses larmes. Il se souciait de la fraude électronique et des identités volées. J'affirmai clairement que je ne retirerais pas un seul élément de preuve et que je ne mentirais pas à un agent fédéral pour sauver un homme qui avait explicitement menacé de détruire ma carrière professionnelle juste pour sauver sa propre peau. Chloé se redressa soudain du sol, le visage rouge et gonflé de larmes de colère. Elle se jeta vers moi, criant que j'étais un monstre et que j'avais complètement ruiné sa vie parfaite. Elle hurla qu'elle était enceinte de l'enfant de Brad et que je rendais intentionnellement son bébé sans domicile. Elle pointa les plafonds vertigineux et les lustres coûteux, affirmant que j'avais volé sa maison de rêve juste par pure méchanceté. Je tournai mon attention vers ma sœur et laissai échapper un court rire amer. Je dis à Chloé qu'elle vivait dans un monde de fantaisie absolue. Je lui dis que cette maison n'avait jamais été la sienne. Les comptoirs en marbre, la piscine, les placards sur mesure, rien de tout cela ne lui appartenait. Cela appartenait au prêt bancaire frauduleux établi à mon nom et à l'argent sale offshore que Brad blanchissait. Je lui dis qu'elle n'était rien de plus qu'un accessoire commode dans l'entreprise criminelle de son mari. Elle était une fille aveugle et stupide qui se souciait plus de poster des photos sur Internet que de demander à son mari d'où venait réellement son argent. Je lui dis de se réveiller et de regarder autour d'elle parce que la fausse réalité à laquelle elle s'accrochait venait d'être vendue à une société d'investissement corporate pour du pur cash. Chloé ouvrit la bouche pour crier à nouveau, mais les mots moururent dans sa gorge alors que la vérité écrasait enfin le dernier souffle restant de son illusion. Elle s'affaissa à nouveau sur le sol, pleurant dans ses mains. Je regardai à nouveau ma mère, qui me fixait encore du regard depuis ses genoux. Je ressentis un profond sentiment de légèreté se propager dans ma poitrine. Le fardeau invisible et lourd que j'avais porté pendant 35 ans avait enfin disparu. Je lui dis que la société s'attend toujours à ce que la femme noire réussie porte le poids de ses parents dysfonctionnels. Nous sommes censés endurer le manque de respect, l'abus financier et la manipulation émotionnelle, tout cela au nom de la loyauté générationnelle. Nous sommes censés payer la taxe noire jusqu'à ce qu'il ne nous reste absolument plus rien pour nous-mêmes. Je me tins incroyablement droite et les regardai toutes les deux de haut. Je leur dis que ma taxe noire était officiellement payée en totalité. Ma dette envers cette famille toxique était complètement effacée. Je n'étais plus leur filet de sécurité, leur bouc émissaire ou leur compte bancaire humain. Je pointai le paquet épais de documents d'expulsion encore posés sur le sol. Je dis à ma mère de ramasser les papiers.
Je lui dis que le gestionnaire d'actifs corporate attendait dehors avec les shérifs du comté et qu'elles avaient exactement 2 heures pour faire leurs valises. Je tendis ma main paume vers le haut et prononçai mon commandement final avec une absolue finalité. Remets les clés et sors. Les mains de ma mère tremblaient violemment alors qu'elle fouillait dans sa poche et plaçait les lourdes clés de maison en laiton dans ma paume ouverte. Ses doigts étaient glacés. Elle essaya de murmurer une excuse, mais j'avais déjà fermé mon poing autour des clés métalliques et je lui tournai le dos. Je m'éloignai. Je ne regardais pas en arrière vers la table de salle à manger extravagante ni vers les documents bancaires éparpillés. Je ne regardais pas en arrière vers ma sœur sanglotant hystériquement sur le sol de marbre italien ni vers ma mère pleurant à genoux. Je marchais droit vers les immenses portes d'entrée ouvertes. Mes talons au cliquetaient rythmiquement contre le sol en bois dur, résonnant bruyamment à travers le grand foyer. Je sortis sur la large véranda en pierre et respirai l'air frais et frais de la nuit derrière moi. Le son de leurs lamentations résonnait à travers les halls caverneux et vides d'un manoir de luxe qu'elles n'avaient en réalité jamais possédé. Je descendis l'allée vers ma voiture, les laissant complètement derrière moi dans l'obscurité. Les semaines qui suivirent la fête catastrophique d'emménagement furent complètement surréalistes. Le bruit chaotique de ma famille et de leurs exigences incessantes fut instantanément remplacé par un silence absolu stupéfiant. L'histoire de l'énorme raid fédéral et de l'expulsion corporate d'urgence se répandit dans notre communauté suburbaine comme un feu sauvage et furieux. Le même réseau de commérages bruyants que ma mère avait utilisé comme arme contre moi était maintenant entièrement concentré sur sa propre chute spectaculaire. Il ne fallut pas longtemps pour que les singes volants tentent une retraite désespérée. Mon téléphone commença à vibrer avec des notifications des mêmes tantes et cousines plus âgées qui m'avaient texté vicieusement juste une semaine plus tôt en exigeant que je paie la taxe noire. Tante Shirley m'envoya un long paragraphe décousu affirmant qu'elle n'avait absolument aucune idée de la procuration falsifiée et qu'elle priait pour ma guérison. La femme du pasteur m'envoya un texto pour dire que les anciens de l'église étaient choqués par le comportement criminel de Brad et que j'avais toujours été la sœur intelligente et sensée. Elle s'attendait à ce que je réponde gracieusement et que je les absolve de leur complicité toxique. Elle voulait que je balaie leur comportement cruel sous le tapis maintenant que j'étais la victorieuse incontestable. Je ne tapais pas un seul mot en réponse. Je m'assis sur mon canapé en sirotant une tasse de thé chaud et appuyai méthodiquement sur le bouton de blocage sur chacun de leurs numéros de téléphone. Je bloquais leurs profils de réseaux sociaux et routais leurs emails directement vers mon dossier de spam. Je coupais les branches pourries de mon arbre généalogique sans une once d'hésitation ou de regret. Pendant ce temps, le système judiciaire fédéral avança avec une efficacité rapide et écrasante dont Brad ne pouvait pas se sortir par la manipulation ou le charme. Les preuves que j'avais fournies dans ce dossier rouge épais étaient complètement étanches. L'agent spécial Harris et les procureurs fédéraux n'eurent même pas besoin de porter l'affaire à un procès prolongé. Face à une montagne de données financières irréfutables et à sa propre confession enregistrée, l'avocat commis d'office coûteux de Brad lui conseilla fortement d'accepter un accord de plaidoyer. Ses parents riches, Richard et Eleanor, se lavèrent complètement les mains de lui. Ils le désavouèrent légalement, refusèrent de payer pour un conseil juridique privé et déménagèrent dans une communauté fermée dans un autre État pour échapper à l'humiliation sociale écrasante. Abandonné par le privilège qu'il avait protégé toute sa vie, Brad affronta enfin la musique. Il se tint dans une salle d'audience fédérale portant une combinaison orange standard au lieu d'un blazer marine sur mesure et plaida coupable à plusieurs chefs d'accusation de fraude électronique et de blanchiment d'argent international. Le juge fédéral ne lui montra pas une once d'indulgence. Brad fut condamné à 7 ans dans un pénitencier fédéral suivi de 5 ans de probation fortement surveillée et ordonné de payer une restitution financière massive au gouvernement. Sa fausse start-up technologique Apex Digital Venture fut complètement dissoute et tous ses actifs restants furent saisis par les autorités fédérales pour couvrir ses dettes importantes. Les dommages collatéraux de l'arrogance de Brad retombèrent carrément sur les épaules de Chloé. Ma sœur, qui avait passé toute sa vie adulte à éviter le travail dur et à poursuivre une esthétique de luxe artificiel, fut complètement détruite par les retombées financières. Les véhicules de luxe coûteux qu'ils avaient loués avec de l'argent sale furent saisis directement dans l'allée de la propriété de location bon marché qu'elles avaient trouvée en hâte après l'expulsion. Ces sacs de designer et ces bijoux sur mesure furent saisis par les tribunaux pour aider à payer les énormes amendes fédérales. Sans le faux revenu de Brad et complètement dépourvu de compétences professionnelles commercialisables de son côté, Chloé fut forcée de déposer officiellement une faillite de chapitre 7. Elle n'avait absolument nulle part ailleurs où aller. L'enfant doré traîna ses quelques valises restantes dans les escaliers et retourna dans le petit appartement de 2 chambres exigu de ma mère, le même appartement qu'elle avait passé les 2 dernières années à moquer pour être trop petit et dépassé.
La justice poétique de sa situation était presque trop parfaite. Ma mère avait sacrifié tout mon avenir pour élever Chloé dans la haute société. Mais tout ce qu'elle avait réussi à faire était de ramener sa fille préférée tout en bas avec elle. Les deux étaient maintenant piégés ensemble dans ce minuscule appartement, se noyant dans des frais légaux croissants et suffocants sous le poids lourd de leur réputation ruinée. Un mardi soir pluvieux environ 2 mois après la nuit de la fête, mon téléphone s'alluma sur le comptoir de ma cuisine. L'écran affichait un numéro non enregistré, mais je reconnus immédiatement l'indicatif régional local. Je ne répondis pas. Je regardais l'écran briller jusqu'à ce que l'appel soit routé vers ma messagerie vocale sécurisée. Quelques secondes plus tard, la notification automatisée apparut indiquant un nouveau message audio. Je tapais sur l'écran et mis le téléphone sur haut-parleur pendant que je continuais à couper des légumes frais pour mon dîner. La voix de ma mère remplit ma cuisine calme. Ce n'était pas le ton autoritaire et arrogant qu'elle utilisait autrefois pour me donner des ordres. C'était fragile, tremblant et épais d'épuisement. Elle commença le message en retombant agressivement dans ses vieilles habitudes toxiques. Elle m'accusa amèrement d'avoir complètement détruit la famille et déchiré la vie de Chloé. Elle dit que c'était entièrement ma faute si son enfant doré pleurait elle-même jusqu'au sommeil chaque nuit sur un matelas gonflable bon marché. Elle passa un bon 2 minutes à essayer de rejeter le lourd fardeau de sa propre culpabilité sur mes épaules, mais je ne ressentis pas la piqûre familière de l'anxiété. Ces mots n'étaient plus que du bruit vide pour moi maintenant. Puis sa voix se brisa soudain et les accusations colériques se dissolurent complètement en un soupir génial pathétique. L'absolue réalité de sa situation désespérée filtra à travers le haut-parleur du téléphone. Elle fit une pause pour un long moment inconfortable avant de demander doucement si je pouvais s'il te plaît débloquer son compte bancaire et transférer $50 pour qu'elle puisse acheter quelques courses de base pour la semaine. Elle murmura que Chloé luttait et qu'elles étaient complètement à court de nourriture. La femme qui avait volé une hypothèque de $653 000 à mon nom mendiait maintenant $50 pour survivre. Le message vocal cliqua et se termina automatiquement, laissant ma cuisine complètement silencieuse à nouveau. Je pris mon téléphone, regardai le fichier audio et, sans une once de culpabilité, j'appuyai sur supprimer. Appuyer sur ce bouton supprimer ressemblait à couper enfin la dernière encre lourde qui m'avait traîné au fond de l'océan pendant toute ma vie. Il n'y eut pas de confrontation dramatique ni de dispute hurlante. Il y eut juste la réalisation calme et simple que je ne leur devais plus mon énergie, mon argent ni ma paix d'esprit. Le silence qui remplit mon appartement après la disparition de sa voix pathétique n'était pas un silence solitaire. C'était le son d'une liberté totale et absolue. Je posai mon téléphone face contre le comptoir de la cuisine, me versai un verre d'eau fraîche et retournai à la préparation de mon dîner, profitant de l'acte simple et beau de ne prendre soin que de moi-même. 6 mois s'étaient écoulés depuis que la grande fête d'emménagement s'était effondrée en un raid fédéral. Les saisons avaient changé et l'hiver amer avait fondu en un printemps lumineux et chaud, apportant avec lui un chapitre complètement nouveau de ma vie. La massive enquête fédérale sur Brad et sa fausse start-up technologique avait envoyé des ondes de choc à travers le secteur financier local. Quand les associés principaux de mon cabinet d'expertise comptable corporate apprirent l'ampleur complète du schéma de blanchiment d'argent, ils furent initialement paniqués. Ils craignaient que le cabinet ne soit entraîné dans le scandale parce que Brad avait utilisé notre logo sur ses documents falsifiés. Mais quand le Federal Bureau of Investigation eut officiellement blanchi notre cabinet et loua spécifiquement mon audit médico-légal méticuleux qui avait fait éclater l'affaire, la panique se transforma immédiatement en un profond respect. Les associés réalisèrent que je possédais une norme éthique intransigeante et un niveau de brillance analytique incroyablement rare. Je fus convoqué dans la salle de conseil du dernier étage un mardi matin. Les associés principaux ne me donnèrent pas seulement un bonus pour avoir protégé le cabinet. Ils m'offrirent une promotion massive. Je sortis de cette salle de conseil en tant que nouvelle directrice régionale de l'audit, complète avec une augmentation substantielle de salaire à 6 chiffres, un immense bureau d'angle avec vue sur le quartier financier et un niveau de pouvoir professionnel dont je n'avais auparavant que rêvé. J'avais passé toute ma carrière à garder la tête basse et à travailler 2 fois plus dur juste pour prouver que j'appartenais à ces espaces corporates. Maintenant, c'était moi qui dirigeais le département. Avec mon nouveau salaire et les $67 000 de pure équité en cash que j'avais légalement emporté en vendant la maison frauduleuse, je décidai qu'il était temps de complètement améliorer ma propre situation de vie. Je ne voulais pas d'un manoir suburbain tentaculaire avec une pelouse manucurée et une piscine comme celle sur laquelle ma sœur avait obsédé. Je voulais une forteresse. J'achetai un magnifique condominium de luxe en hauteur juste au cœur du skyline du centre-ville.
Il était situé au 35e étage d'un bâtiment en verre hautement sécurisé avec un service de concierge 24 heures sur 24 et un accès à l'ascenseur biométrique. Absolument personne ne pouvait atteindre ma porte d'entrée sans ma permission personnelle explicite. Je décorais mon nouveau chez moi exactement comme je le voulais. Je choisis des tons bijoux profonds et riches, des meubles en velours moelleux et des œuvres d'art modernes épurées. Il n'y avait pas de chambre d'amis pour les parents en visite, et il n'y avait pas de clé supplémentaire cachée sous un paillasson. C'était un sanctuaire construit entièrement pour une personne. Un vendredi soir calme, je m'assis sur mon canapé en velours coûteux, regardant à travers les immenses fenêtres du sol au plafond. La ville brillait en dessous de moi, une mer étendue de lumière dorée de rues et de feux arrière rouges pulsants de vie. Le verre assourdissait le bruit de la circulation, transformant le chaos de la ville en un film paisible et silencieux. Je tenais un verre à vin en cristal dans ma main rempli d'un cabernet profond et riche que j'avais acheté simplement pour célébrer avoir traversé la semaine. Le condo était parfaitement calme sauf pour le jazz doux jouant à travers mes propres haut-parleurs surround. Je posai mon verre à vin sur la table basse en verre épuré et tirai mon ordinateur portable sur mes genoux. J'ouvris mon application bancaire sécurisée pour examiner mes investissements mensuels et mes portefeuilles de retraite. Par pure habitude, je cliquai sur l'onglet de surveillance du crédit. L'écran se chargea instantanément, affichant un cercle vert brillant. Mon score de crédit était à un impeccable 840. Il n'y avait pas de paiements hypothécaires manqués, pas de demandes frauduleuses et pas de dettes massives traînant mon nom dans la boue. Je fixai ce numéro et laissai échapper un rire doux et sincère. Ma mère avait essayé d'weaponiser ma responsabilité financière pour financer sa fille préférée, mais ma fondation était construite sur du roc solide. Pendant que Denise et Chloé se cachaient actuellement des collecteurs de dettes impitoyables dans un appartement exigu, se pointant du doigt l'une l'autre et vivant dans une misère constante, je me tenais au sommet du monde, complètement intouchable. Je fermai mon ordinateur portable et appuyai ma tête contre les coussins en velours moelleux, prenant une lente et profonde gorgée du vin coûteux. Je pensais au cycle générationnel toxique qui avait suffoqué les femmes de ma famille pendant des décennies. L'attente tacite que la femme noire forte et capable doive sacrifier son propre bonheur pour porter le poids mort des personnes autour d'elle. Le mensonge insidieux que la loyauté du sang signifie accepter l'abus financier et la manipulation émotionnelle sans se plaindre. J'avais enfin brisé cette chaîne. Je refusais d'être l'agneau sacrificiel sur l'autel de leur fausse image familiale. Elles pensaient qu'elles pouvaient utiliser mon nom pour construire leur empire. Elles avaient oublié que c'est moi qui audite les livres. La plus douce des vengeances n'est pas la colère. C'est de vivre une vie brillante et de ne jamais, jamais regarder en arrière.